Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 11e de la saison ce soir et comme chaque semaine, eh bien, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, à l'occasion du thème de l'émission de ce soir, a tout tenté, mais alors tout, pour intégrer Nemanja Radonjic dans notre top 30 en vain. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et bien en plus, vous savez quoi les amis ? C'est que c'est faux en plus. C'est vrai, que... je m'attendais, lors de la Voilà. confection du top 30, je m'attendais à voir un Radonjic traîner par là, mais non, ça n'est pas arrivé. Vu qu'on a on va expliquer après comment on a fonctionné, mais vu qu'on fonctionnait sur un système un peu de moyenne, je voulais mettre Radonjic 3e juste pour flinguer la moyenne de tout le monde et pour qu'il se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le 30. Mais bon, après je me suis dit, bon, là c'est un exercice un peu sérieux, on va faire les choses très sérieusement et vous noterez que je suis celui qui a fait le moins de folie. C'est vrai, vous verrez ça. C'est vrai. Avec nous également, et à l'occasion du thème de l'émission ce soir, celui qui a tout, mais alors tout tenté pour intégrer Djamel Belmadi au top 30, mais en vain bien sûr. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Bah attends, normal, la sélection des champions d'Afrique, évidemment. Ça m'étonne que tu l'aies pas tenté, tu vois. Non, on essaye d'être, objectif pour proposer du contenu de qualité à nos followers. C'est bien, c'est bien. Et avec nous également, et à l'occasion du thème de l'émission de ce soir, celui qui n'a absolument rien tenté pour intégrer Leonardo Balerdi au top 30. Bonsoir à tous les amis. Avant tout, je note le superbe accent anglais d'Amaïs quand tu parles des followers, donc ça fait plaisir. Et ça se travaille, c'est un métier. Et évidemment, tu as tout résumé. Pas de Balerdi dans le top 30, ni le 60, ni même le 60 au carré, donc on peut y aller. En revanche, il sera peut-être dans un futur top 30, mais des pires joueurs. Parce que ça aura lieu cette sasaison. Et là, je te soupçonne, Merwan, de placer Balerdi très haut dans ce classement. T'as tout dit. Les amis, on vous l'a annoncé sur Twitter et vous l'avez compris avec cette introduction. On vous a même un petit peu teasé d'ailleurs sur Twitter. On démarre ce soir notre série Top 30 et qui va nous accompagner sur plusieurs émissions tout au long de la saison. Et pour l'inaugurer ce soir, on va débuter notre Top 30 des joueurs les plus marquants au 21e siècle à l'OM. Alors on va ce soir vous dévoiler les 10 joueurs, donc de la 30e à la 21e place. On va pas tout vous dévoiler d'un coup, faut vous tenir en haleine un petit peu et puis on va essayer de s'arrêter un petit peu sur chaque joueur. On va pas bâcler ce classement. Je sens qu'on va rigoler, ça va débattre assez fort. Alors on va tout vous expliquer, les critères qui ont été pris en compte, on va les expliquer notre démarche, comment a été établi ce classement. Bref, vous allez tout savoir, vous allez tout comprendre, donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 10, c'est parti. Idriss, jingle. Alors avant de démarrer le classement et de vous expliquer rapidement comment on a établi ce top, alors on va dans un premier temps vous expliquer un petit peu notre démarche. En fait, c'est une idée qui germe depuis la saison dernière et sur laquelle on bosse depuis plusieurs semaines. On a longtemps hésité sur le format. Est-ce qu'on fait un top 50 ? Est-ce qu'on fait un top 30, un top 20 ? On a une tier list. On a hésité aussi sur la période en prenant en compte. Finalement, on s'est dit que faire un top des plus grands joueurs passés par l'OM, ça risquait peut-être d'être un peu redondant, vu qu'une grande partie de ce top aurait évidemment été influencée et représentée par la génération tapis, la génération 86-93, époque historique et légendaire de l'OM. On ne remet pas ça en question évidemment, mais qu'on nous a un petit peu servi à toutes les sauces et qu'on connaît bien assez. Donc on s'est dit, on a trouvé ça plus judicieux de se focaliser sur une période que nous-mêmes et la majorité de nos auditeurs ont connu et pleinement vécu. Je ne révèle pas de secret en disant qu'on est assez jeunes dans cette émission, et comme vous qui nous écoutez d'ailleurs. On sait que la tranche d'âge se situe entre 20 et 30-35 ans environ, je dirais. Je pense que c'est la majorité de nos auditeurs se situent dans cette tranche d'âge-là. C'est ça, donc on s'est dit, d'après les stats qu'on a sur le podcast, parce que vu que vous mettez votre âge sur vos profils iCloud et bref, sur Spotify, tout ça, les auditeurs de Passe ton ballon ont entre 28 et 40 ans, figure-toi. Voilà. Donc justement, c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas prendre les 2 dernières décennies et faire un top des plus grands joueurs passés par le club depuis l'année 2000, parce que c'est une période qu'on a tous vécue, durant laquelle notre âme de supporter s'est construite, s'est éveillée, et puis surtout une période sur laquelle les souvenirs sont les plus vivaces. Donc voilà pourquoi on a opté pour cette période et
C'est un moment de l'histoire de l'OM qui nous accompagnera aussi pour un futur au top 30, hein, comme je le disais dans l'introduction, puisqu'on là, on va faire les meilleurs et vous l'aurez compris, on fera aussi plus tard dans la saison les pires joueurs passés par l'OM depuis 2000. Et ça aussi, je pense que les gars, ça va être quelque chose. Hein, ça. Déjà que ce classement-là était difficile à faire, je pense que les pires, ça va être encore plus compliqué. Les pires, il va falloir avoir des, ça va être chaud. des critères très définis parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Ouais, ça va être compliqué. Mais justement, tu parles de critères, Idriss, ça me permet de te lancer. Tu vas nous expliquer un petit peu comment on a construit ce classement. Explique-nous un petit peu les critères, tout ce qui est entré en ligne de compte pour établir ce top. 2 secondes, juste avant qu'on passe à la partie sérieuse de l'émission, est-ce que tu peux lire les commentaires d'Azir, s'il te plaît, sur le live? Alors attends, il faut que je me remette sur la page de Twitch. Pour nos amis qui nous écoutent en podcast, parce qu'il est en train de craquer. Une période durant laquelle on a souffert, on donne trop d'importance à ces chiens. Mais oui, Azir. C'était une période compliquée. Il est en train de craquer complet l'oise. Donc Idriss, explique à nos chers auditeurs comment on a établi ce grand classement il faut expliquer juste en introduction, ça nous a pris hier soir 2 heures pour arriver à un top 30 potable. Et encore 2 heures juste pour en faire la moyenne, parce que sinon chacun de son côté on en a mis, on a mis à peu près autant de temps. Oui, alors en fait on a pris comme critère numéro 1 bien évidemment le niveau, et ensuite, parce que sinon on ferait juste un classement sur le terrain et ce serait pas drôle, il y a le côté marquant. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a appelé ça le classement des 30 plus grands joueurs. Et pas simplement des meilleurs joueurs. C'est ceux qui ont marqué leur époque, leur équipe, qui ont marqué les supporters bien sûr, et qui ont, par rapport aussi à leur image qu'ils ont laissée au club. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont dégringolé au classement par rapport à leur sortie et ce qu'ils ont fait après l'OM. Voilà. Ouais, c'est important ce que tu dis, il n'y a pas forcément que le niveau qui est pris en compte. Non. C'est le critère numéro 1, on va pas se mentir. Mais encore heureux que c'est pas le seul critère. Sinon, on commence, on fait voilà les gars, notre top 30. Alors le top 3, Drogba, Ribéry, Mandanda. Au revoir. Ouais. Mais c'est loin d'être ça. Donc voilà. Donc voilà, le critère numéro 1, le terrain, mais c'est surtout l'image, l'affect qu'on avait pour le joueur à son passage, comment s'est déroulé son départ, sa sortie, et toutes ces autres choses. Maintenant, donc chacun a fait son top 30 de son côté. Tout le monde a eu ses devoirs, une semaine pour le faire. Tout le monde est allé sur les pages d'OM Passion pour bien vérifier d'oublier personne. Moi, je vous expliquais comment moi j'ai fait. En fait, j'ai pris tous les noms qui me venaient en tête. Je devais avoir 50 noms qui me sont venus. Je me suis dit peut-être que lui, il mérite pas. Et après, je me suis demandé... Après, j'ai commencé à les mettre dans l'ordre. Voilà. Ensuite, on s'est appelé hier. Et ensuite, on a fait via un jeu de moyenne. Donc dès qu'un nom sortait 4 fois, il rentrait dans le classement. Si un nom sortait 3 fois, mais qu'il y en avait un qui faisait chuter sa moyenne, on voyait un peu la moyenne qu'il avait selon les 4 classements. Bref, on a essayé d'harmoniser un maximum nos classements respectifs pour donner le classement officiel de Passe ton ballon. Voilà, donc ce classement, on le publiera très bientôt. À la fin de l'émission, vous aurez le 10. Voilà, pour l'instant, on va démarrer démarrer de la 30e place, évidemment. On va aller jusqu'à la 21e ce soir. Et donc, vous l'aurez compris, dans une prochaine émission, ce sera de la place 20 à la place 11. Et puis ensuite, on fera le top 10 dans une autre émission prochainement. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles auront lieu, ces émissions. Mais là, on a profité de la trêve internationale pour lancer ça, vu qu'il n'y a pas tellement d'actu et qu'on ne va pas parler de France-Kazakhstan. Je pense que d'ici la nouvelle année Noël, on pourra faire ça. Mais bon, voilà, c'est ça. On en parlera. Mais avant de lancer ce classement, on va quand même faire une petite liste, messieurs, des joueurs qui auraient pu y figurer, mais qui ne figurent pas dans ce top 30, pour donner une idée un petit peu des absents et de ceux qui vont être présents aussi. Alors, ceux qui n'y sont pas et qui auraient pu y figurer, qui ont été cités, certains ont été cités dans vos top 30, messieurs, et d'autres non, ne sont pas dans ce top 30. Adil Rami, Hiroki Sakai, César Azpilicueta, Maxime Lopez, Michy Batshuayi, Lassana Diarra, Hatem Ben Arfa, Kamel Meriem, Laurent Batles et Touafilou Maoulida notamment. Alors il y en a d'autres, mais c'est les plus évidents, ceux qui auraient pu y figurer, ceux qui sont entrés dans la discussion, si je peux dire, ceux qui ont suscité des débats, mais ceux-là ne figurent pas dans le top 30. On ne dira pas qui a fait rentrer Hatem Ben Arfa dans cette discussion. Mais... Par si celui-ci veut se dénoncer. Mais... Je le dis, moi, il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est parce qu'il veut se mettre bien avec Ultimo Diaz, c'est tout. Non, pas du tout. Non, pour donner mon argumentaire et comme ça, les auditeurs pourront comprendre pourquoi on a fait parfois certains choix. Ben Arfa, faut se rappeler il a l'étiquette quand il arrive de l'enfant prodige du foot français. On le vole entre guillemets à Lyon, qui est le poids lourd du championnat français.
Et au final, il y a eu des hauts, des bas avec l'OM. Que des bas et c'est des quand même moyens, il n'y a pas eu d'eau. Oui, mais c'est le seul joueur qui a refusé d'entrer en jeu lors d'un classico. Ça fait partie du mot marquant, moi, en fait. Je ne prends pas que le positif. Genre, il m'a marqué dans ce sens, mais c'est aussi le mec qui te met des buts sensationnels là, contre Brandbergen. Tu vois, ça fait combien? Ça fait 10 ans maintenant, je me souviens encore de Brandbergen, alors que je m'en fous de cette équipe, mais je me souviens du but qu'il met. Georges Ben Weah, Arfa, quand il par est exemple. arrivé les ballons d'or hein, en 2009. Oui, bon, il joue pas autant que Ben Arfa. Donc voilà, donc c'est. Vous voyez déjà le niveau de la liste, donc vous pouvez déjà commencer à imaginer. D'ailleurs, dans les commentaires, et si vous écoutez cette émission en podcast, faites-nous votre top 30, hein, envoyez-nous-le sur Twitter, vous Et nous là, mentionnez, appelez, @pastonballon. personne là sur le live, là. Allez chercher vos collègues et tout, là. Dites-leur que c'est la Oui, bagarre. voilà, ici. oui. Voilà. Et réagissez dans le live, faites-nous votre top 30. Encore quand le match de l'équipe de France aura commencé, je veux bien, et encore, mais bon, là. Et encore, les matchs n'ont aucun enjeu. Et Restez encore, avec nous. vraiment pas, voilà. Donc, mais bon, à la limite, j'aurais pu comprendre, mais là, il n'y a personne, il n'y a pas de match, venez vite. Restez avec nous. Donc les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. On démarre par la 30e place. La 30e place officielle de ce classement, de ce top 30 des plus grands joueurs passés par l'OM au XXIe siècle, de Passe ton ballon. À la 30e place, on retrouve le dénommé Rolando, le colosse du Cabo Verde. Après une propagande énorme de Merwan qui a tenu absolument à ce qu'il fasse partie de ce top 30. Tiens, d'ailleurs, Merwan, on va te donner la parole pour commencer. Tu as énormément œuvré pour que Rolando intègre ce top 30. Pourquoi? Explique-nous. Merwan? Ah, on a perdu Merwan. Il est où? On a perdu Merwan. Tu vois, il est je pense qu'il a pris par l'émotion. Je suis là. Ah, il est revenu. Ah, il est là, Merwan. Il est là. Tu as attendu ma question. J'avais enlevé mon micro. Ouais. Oui, bien sûr, j'ai tout entendu. J'avais juste on mis t'écoute. mon micro. Ok. Eh ben, écoute, très content en tout cas d'avoir milité avec réussite pour mettre Rolando. Pourquoi et non sans peine, parce qu'il y avait quand même des personnes assez réfractaires à son inclusion. Donc simplement, pourquoi est-ce que je l'ai mis? Tout simplement parce que moi, déjà d'une, je respecte énormément son parcours à l'OM, des débuts extrêmement compliqués, mais vraiment extrêmement compliqués. Il est pris en grippe très vite, à raison, avec tous les excès que peut comporter Marseille, et ça on le condamne évidemment, mais parce qu'il est mauvais, extrêmement lent, et ça se voit, peu de repères. Il arrive, je crois, après un petit moment sans jouer. Et puis ensuite, il va se battre et il va s'imposer comme le titulaire indiscutable de cette défense centrale. L'un des meilleurs, je crois qu'il franchit la barre des 100 matchs à l'OM, si je ne dis pas de bêtises. Et il part un petit peu dans l'anonymat, d'accord? Donc ça, c'est sa fin de l'histoire. Mais 123 matchs à l'OM. Je me souviens d'une remise de maillot, et puis on ne l'a pas forcément salué à sa juste valeur. Et surtout, en point d'orgue, ce but absolument incroyable à Salzbourg, dans le temps additionnel, sur ce corner, et cette une fabuleuse de l'équipe le lendemain, Rolando Ballon d'Or. Et sincèrement, moi, c'est quelqu'un qui m'a marqué, déjà d'une par sa force de caractère, son niveau sur le terrain, parce qu'il a quand même été très bon, moi je trouve, quand il était là, sur la globalité de son aventure marseillaise. Et ça m'a fait aussi un peu de peine à sa sortie, parce que j'ai pas trouvé qu'on lui a donné la sortie qu'il mérite. Il a eu des débuts un peu compliqués, la première très saison, compliqué, notamment quand la il arrive saison sur de Michel. Michel, Mais c'est vrai que là où je te rejoins, Merwan, c'est qu'après, il est monté en puissance, il a été un petit peu sous-évalué finalement, son passage. Non, ouais. Il a formé plutôt une charnière intéressante avec Adil Rami. C'était qui plutôt n'était sympa. pas donné d'avance quand Rudy Garcia met parce qu'on partait du principe que Rami était titulaire, et quand Rudy Garcia met Rolando à côté de Rami, on fait ouais bon, on verra 2-3 matchs, et puis au final les deux donnent satisfaction, et c'est même une très très bonne charnière, même s'ils n'ont pas été aidés par les blessures, et ça a obligé Luis Gustavo à beaucoup jouer en défense centrale cette saison-là. Mais moi, la saison que j'ai envie de retenir, c'est celle juste avant, où il forme une charnière centrale. Non, celle juste avant, la 16-17, où il forme la charnière centrale avec Rod Fanny. Et, là, je suis d'accord. Et très franchement, je crois même que c'est sa meilleure saison. C'est là où il monte en puissance et où il devient le patron de cette défense marseillaise. Non, je suis d'accord, parce qu'on va tous retenir son but en demi-finale de Ligue Europa à juste titre, parce que c'est peut-être la plus grosse émotion de ces 10 dernières années. Mais en termes de niveau de jeu, 2016-2017, quand Garcia arrive, donc si je ne dis pas de bêtises, il fait clairement le taf quand l'équipe elle est encore bancale, que tu sais pas qui vraiment installé dans le 11 et tout. Là, tu sentais qu'il avait de l'expérience. Il a même marqué quelques buts importants aussi à cette période-là. Donc oui, il a fait du bien.
Donc sa C'était présence, n'importe moi, quoi. pour... Il faisait un match avec Fanny, un match avec Rekik, un autre match avec Doria. C'était Il y avait n'importe Bocan quoi aussi cette dans le lot, saison-là. Il y non? avait eu Bocan aussi. Bon, après, Bocan a beaucoup joué latéral gauche parce que Bedjibo était toujours blessé. Mais tu sais, c'était lui le titulaire et à côté de lui, il y avait toujours un mec qui donnait jamais satisfaction jusqu'à ce que Fanny se mette en jambe et revienne jouer vers novembre-décembre et qu'il commence à enchaîner les matchs. Mais c'est lui le taulier de cette équipe. Et si on retrouve l'Europe, justement, qu'on finit à cette 5e place, si je dis pas de bêtises, en 2017, c'est en grande partie grâce à Rolando. Même si Thauvin et Gomis devant ont aidé. C'est vrai, Encore Orlando, je respecte profondément les mecs qui respectent le club dans lequel ils sont, qui font preuve d'un grand professionnalisme, qui sont aussi, parce que je pense que Orlando, c'est aussi quelqu'un d'écouté, notamment auprès des jeunes joueurs. Ouais. Et pour le coup, je crois qu'on l'avait interrogé sur Balerdi, il me semble, ou sur les jeunes défenseurs de l'Olympique de Marseille. Non. Il non, est non. arrivé. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Et justement, c'est quelqu'un qui, lui, contrairement à moi, est beaucoup plus patient en tout cas avec les jeunes défenseurs. Bon, je pense qu'il a tort sur le cas de Balardi, mais peu importe. En tout cas, je pense que humainement, c'est quelqu'un que tu gagnes à avoir dans un vestiaire parce que c'est un mec qui a quand même une grosse expérience. Inter Milan, Naples, Porto. C'est un mec qui a disputé des grands matchs dans des grandes compétitions. Et c'est pas évident en tout cas qu'un club après une carrière intéressante comme ça arrive et mette le bleu de chauffe et redouble d'efforts quand ils sont critiqués, même à juste titre lors de ses débuts. Donc gros respect. En tout cas, Orlando revient de loin dans ce top 30 puisque Merwan, tu es le seul à l'avoir intégré à ton top 30 avant qu'on établisse le classement général et le classement final. Tu étais le seul à l'avoir. Est-ce qu'on peut dire Exactement, qui j'ai on mis a à la mis, 25e place. ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut J'ai dire qui aimé on la a mis 25e chacun place. Pardon? Ouais. Est-ce qu'on peut dire qui on a mis chacun à ses places? Alors, j'y ai pensé, mais je veux pas que ça spoil parce qu'il y a des noms là qui Eh oui, ça va à votre spoiler. 30e place qui vont Ok, spoiler d'accord. les précédents, les Eh ben, on le prochains. fera en fin Donc, d'émission, on en dira fait, qui on a mis de 30. Voilà, et de toute façon, dès qu'il y a un nom qui sort, par exemple là, le 29e, après je dis à chaque fois D'accord, qu'il ok, a c'est bon. intégré. Vas-y. Bah, Donc je spoil. propose qu'on passe à la 29e place, messieurs. Donc 30e Rolando. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et 29e place, et là c'est le premier gros débat. Oh là là. Il y a Là, eu les un gars, énorme désaccord. on est parti pour 30 minutes là, les gars, je vous le dis. On va essayer de faire court, les gars. On va essayer de faire court vu qu'on a quand même 10 joueurs à faire et qu'on est déjà un peu plus de 20 minutes d'émission. Un peu moins, peut-être. Non, Je sais 16. pas. Tu me diras, Idriss. Bon, ça va, on a encore un peu de temps. Le premier gros débat, donc c'est la 29e place. Cette 29e place, elle est occupée par Laurent Bonnard. Donc Laurent Bonnard, Olympique de Marseille, donc qui est arrivé à l'Olympique de Marseille en 2007, je ne dis pas de bêtises, et qui Oui. repart en 2010 après l'année du titre. Messieurs, alors je vais vous laisser la parole parce que moi je ne l'avais pas mis dans mon top 30 et j'étais même contre l'intégrer dans ce top 30 final. Je te laisse la parole, Amaïs, puisque toi tu étais pour l'intégrer. J'étais pour l'intégrer, mais je ne l'avais pas mis dans mon top 30, moi, je crois. Si. Je ne me rappelle Je ne crois plus. pas que tu l'aies mis dans ton top 30. Et non, c'est Merwan et Idriss, justement. Merwan l'avait mis, oui, à la 22e place. Moi, je Idriss l'ai l'avait mis à la 25e place. Mais moi je m'en veux. Ouais, bah complètement mérité. Comment Ouais. ça? Mais faut Moi, je assumer m'en ses veux. choix maintenant qu'on Ouais, a. bah, je m'en veux. Je m'en veux parce que Comment ça, ça en fait, je m'en veux parce que ça a causé sa présence là par rapport à des joueurs que j'avais mis plus haut et du coup, je comprends pas leur absence. Donc vas-y Amaïs, toi tu étais pour, alors Merwan on t'entendra après parce que toi tu l'avais carrément mis 22e, mais Ama toi tu as appuyé aussi sa présence hier lors de notre réunion d'avant émission. Alors, Laurent Bonnard, je ne l'avais pas mis dans mon top 30 perso, mais après réflexion et en écoutant les arguments de Merwan et Idriss ici présents, je me suis laissé convaincre parce que mine de rien, Bonnard, c'est le mec qui arrive sur la pointe des pieds en provenance du Mans et qui a fait plus que le travail au final. Quand il devait jouer à droite, il jouait à droite. Quand il devait jouer à gauche, il jouait à gauche. Quand il devait faire un match correct en Ligue des Champions, il le faisait. Quand il devait faire un match correct en Ligue 1, il le faisait. Ce n'était pas un crack, ce n'était pas un phénomène, mais ça a été un joueur, besogneux, qui a plus que contribué au succès de l'équipe à cette période et qui, au final, a été apprécié de tous les supporters grâce à sa combativité, sa générosité sur le terrain. Et je ne pense pas qu'il ait raté beaucoup de matchs non plus durant cette période. Donc au final, Il n'y a que la saison 2008-2009 où il est longtemps blessé et ça oblige Eric Guéretz à mettre Caboret arrière droit qui est pas trop mauvais d'ailleurs. Okay, C'est c'est 31 matchs, hein. Il fait 44 matchs au plus bas, hein. Donc blessé. Non, il est blessé parce que c'est dans le run de fin de saison et du coup on recrute Tyrone Mears qui donne pas du tout satisfaction et ça oblige Guéretz à faire passer Caboret arrière droit et puis quand Bonnard revient dans les 5-6 dernières journées, mais oui c'est un joueur de devoir et puis professionnel ultime, jamais blessé, toujours là à donner des conseils aux jeunes,
même grand leader de vestiaire alors qu'il y avait des grosses têtes dans l'équipe. Oui, Bonnard, mais après, la phrase Bonnard dans le top 30, elle pique un peu, mais je peux la comprendre. En fait, c'est par rapport à l'absence d'autres joueurs dans ce classement que j'arrive Ah, mais pas toi, à tu l'as mis dans ton top 30. Faut que tu Oui, sois- mais moi, c'est moi, j'ai pas mis- l'incohérence totale. Et Oui, c'est moi qui fais un complet. plaidoyer pour Bonnard. ouais. Non, mais parce que moi, je l'ai mis dans mon top 30, mais derrière des gars que je croyais intouchables. Sauf qu'après, quand j'ai mis ma liste en rapport avec la vôtre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'absents. Donc, du coup, ça me gêne un Mais peu. tu peux Sa en présence parler me des gêne. mecs que Oui, c'est pas- tu as mis mais qu'on n'a pas mis du coup. moi, bon, après, les Tu peux en autres, parler, ça spoil pas. les autres, à la limite, on s'en fout. Mais moi, c'est surtout l'absence de Loïc Rémy par rapport à la présence de Bonnard qui me gêne. Bah écoute, je suis pas forcément d'accord C'est avec que toi. pour moi, d'abord, t'as je vais, un mec qui est meilleur buteur de ton équipe sur 2 saisons, dont une où tu finis deuxième et tu gagnes une Coupe de la Ligue, et il passe derrière le moins bon joueur de l'année du titre. je suis Ouais, pas mais d'accord. Bonnard, il a muselé Quaresma. Et ça, c'est marquant. Ouais, ben Loïc Rémy, il a traumatisé le Westfalenstadion aussi. Mais le truc, en fait, en tout cas, moi, pourquoi aussi j'ai vraiment kiffé Bonnard, parce que, encore une fois, je respecte les Je l'aime grands beaucoup. professionnels et les mecs qui mettent le bleu de chauffe. Et surtout, pour moi, c'était pas du tout le joueur le plus nul. Non, c'est pas le moins bon. Peut-être pas le plus nul, mais le moins bon des 10, des 11. Mais après, il n'y a pas de. C'est pareil, c'est tourné différemment. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Bonnard. Je trouve en tout cas que, Moi, j'aime beaucoup. déjà d'une, il évoluait à un poste rare, d'accord, qu'il était très bon. Et surtout, pour moi, en fait, l'équipe du titre, l'équipe de 2010, d'accord, pour moi, elle a forcément un rôle dans ma carrière, entre guillemets, de supporter de l'OM, si je puis dire, plus important que les autres, d'accord. Et surtout, en fait, on oublie, mais il est vraiment très bon à l'OM, Oui, non, Laurent mais Bonnard. À mon avis, enfin, on en parlait, allez, on va pas abuser non plus, mais pour moi, il avait un niveau équipe de France à ce moment-là. Il arrive du Mans pour être doublure du latéral gauche et il finit titulaire Parce indiscutable que- latéral droit. Parce que Taïwo. En fait, on le recrute parce que Taïwo allait partir à la CAN en janvier. Et du coup, on le recrute parce qu'il était en fin de contrat au Mans où c'était le capitaine et ça s'était mal fini là-bas. C'est une bonne opportunité de mercato à prendre. Et puis, Bey s'en va à la fin du mercato parce qu'il n'y a qu'à l'OM où ton capitaine s'en va à la fin du mercato au 31 août. Et du coup, on demande à Bonnard de jouer latéral droit en attendant de trouver une solution. Et au final, il donne tellement satisfaction qu'il reste et qu'il fait toute la saison. Enfin, Moi, du coup, il va rester 4 ans. Pour donner mon avis sur Laurent Bonnard, moi j'apprécie le joueur. Je trouve qu'il a fait une carrière tout à fait honorable à l'OM et son passage est tout à fait correct. Et moi, comme l'a dit Idriss en fait dans l'introduction, c'est que voir Laurent Bonnard dans... Oh non, pas ce soir. Là, là. Désolé les amis pour ceux qui nous ont en live en podcast. saison nous ont pas ce moment. Mathieu. Oui. SFR Oui. commence à jouer des siennes et du coup on a raté toute ta démonstration. Donc je reprends. En podcast je le couperai, mais là on a raté toute ta démonstration. Ok. Donc je reprends. Donc pour moi, c'est un des joueurs les plus anonymes de la saison du titre. Alors ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais, mais quand tu regardes le 11 de l'année 2010, c'est quand même le joueur qui ressort le moins emblématique, quoi. Et c'est resté un joueur. Oui, avec Edouard Cissé, c'est vrai. Mais ça restait un joueur de devoir, quoi. C'est un peu à l'image d'un Sakai, quoi. C'est pas un joueur flamboyant, c'est pas un joueur qui va Tu as marquer. mis dans ton top 30. Moi, j'avais mis dans mon top 30 et j'ai expliqué pourquoi. Je l'avais mis à 99% pour le but contre Leipzig parce que c'était un moment marquant de ces dernières années. Chose que Bonnard ne nous a malheureusement jamais offert. Mais voilà, moi, je trouve que je sais pas, ça me semble haut pour lui de figurer dans le top 30. Après, j'ai plié parce que face à moi, j'avais de très bons avocats pour sa présence dans le top 30. Hein, mais voilà, mais ça ne remet pas en cause ses qualités. Hein. Moi, j'ai apprécié aussi le joueur, son passage. C'était assez inattendu. Je crois il est même dans une équipe type de Ligue 1 une fin de saison, je crois. Ouais, je crois qu'il finit dans les équipes types. Hein, ouais, donc ça prouve bien qu'il a réussi son passage, mais bon, je sais pas. Il est élu En tant que supporter de l'OM, j'ai quand même gardé des meilleurs souvenirs d'autres joueurs devant lui, quoi. Il y a un truc qui joue aussi, Matt. Il y a un truc qui joue aussi, c'est que rétrospectivement, on a tellement galéré avec le poste d'arrière droit que quand tu repenses à la saison du titre avec Bonnard qui tient la baraque à droite, tu te dis putain, franchement, on n'a pas apprécié Bonnard à sa juste. Ouais, non, bien sûr, il tenait bien son couloir. Il tenait bien son couloir. Après, c'était pas non plus Cafou, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas le souvenir de prestations
sont exceptionnelles de lui, de passes décisives. Enfin, tu vois, c'est voilà. Je comprends. OM Porto, par Oui, bah c'est tout. Oui, mais bon, moi je te dis pour Sakai, je te dis OM Leipzig, c'est pareil, tu vois. Sakai, on oublie, mais le OM PSG, le premier OM PSG de Neymar, là, celui du coup franc de Cavani, Sakai, il est monstrueux ce soir-là. Oui, moi je sais pas si c'est parce que c'est plus récent, mais moi j'ai le souvenir d'un Sakai plus marquant à l'OM qu'un Bonnard. Après, je sais pas si c'est parce que c'est plus récent. Je sais pas. Je suis un poil d'accord avec Mathieu, alors que j'ai pas mis Sakai dans mon top et que j'avais mis Bonnard de base. Tu vois un peu la cohérence. Voilà, la cohérence du mec. C'est bien. On passe à la 8e place, messieurs. Est-ce qu'on peut répondre à coup du sombrero avant Alors, je voulais lui répondre, mais le problème, c'est que si on répond à sa question, on va spoiler la suite du classement, vu qu'il évoque un joueur qui va peut-être y être ou peut-être pas y être. Mais non, il y est pas, t'as dit. Je l'ai dit ou pas dans ma liste? Oui, tu l'as dit. Parce que je regarde. Oui, je l'ai dit dans ma liste. C'est bon, je le voyais pas dans ma liste des aurait pu y figurer. Et oui, et donc, mais coup du sombrero, moi j'avais placé Azpilicueta très haut dans mon classement, mais il se trouve que j'étais le seul à l'avoir mis. Ouais. Et à ma grande surprise, alors. À ma très grande surprise. Il a marqué qui et quoi? Très bien, Aspi, c'est un meilleur joueur que Bonnard. Tout le monde est d'accord. Pour résumer Azpilicueta, moi, j'ai bien aimé la phrase qu'a dit Idriss hier dans notre conversation. Il a dit c'est le genre de joueur attachant que tu suis après son départ à l'O.M. Et c'est pas malheureusement. J'ai bien aimé. J'ai aimé ses performances, j'ai aimé sa mentalité. Il a été très bon pendant un an. J'apprécie le joueur et moi, il m'a plus marqué qu'un Laurent Bonnard. Alors, je vais te dire, pour donner un truc à Mathieu et ensuite je vais dire pourquoi je l'ai pas mis dans mon top, c'est que c'est sans doute le meilleur joueur de l'OM sur les 4 matchs Inter et Bayern de 2012. Alors et voilà, en plus, il a été excellent avec des champions. Alors que le mec est latéral quand même. Il est obligé de jouer à l'Alliance Arena. Il est obligé de jouer à gauche. Parce que Jérémy Morel est tellement mort qu'on met Fanny arrière droit sur Ribéry et on demande à Azpilicueta de défendre sur Robben. Mais après, le problème, c'est qu'Azpilicueta, la première saison, après, il se blesse en décembre où il finit pas la saison. Mais il est pas terrible avant de se blesser. Après, ça se comprenait aussi. Transfert bizarre dans une équipe qui vient d'être champion et tout. Plus les guerres entre Anigo et Deschamps. À Marseille, c'était pas le bon environnement pour arriver. Et sur la saison d'après, il démarre encore timidement. Et c'est à partir du Classico où on gagne 3-0, là, qui a longtemps été la dernière victoire de l'OM face à Paris, où il fait un énorme match sur Jérémy Ménez. Et après, derrière, il s'arrête plus de la saison. Mais par contre, une superbe passe décisive pour Loïc Rémy. Aussi, c'est vrai. Alors que je ne me souviens d'aucune passe décisive de Laurent Bonnard. Et du coup, il est bon, il est très bon même, mais c'est d'octobre à avril 2012, quoi. Donc c'est un échantillon qui est trop. Oui, mais au-delà de ses performances, c'était la personnalité qui était. Oui, après, le gars espagnol qui arrive et qui s'identifie tout de suite au club, qui en plus a vu des infos. Mais comparé à d'autres personnes, il parle français, intéressé à l'histoire du club, etc. Mais comparé à d'autres personnes qu'on a mis dans le top 30 qui sont restées la même durée, voire moins que lui au club, c'est qu'il n'avait pas le même charisme et qu'il n'avait pas le même niveau de performance non plus. Ceux qu'on a mis avec la même durée, c'est parce que vraiment ils ont été stratosphériques. Aspi, il faut pas oublier que les débuts ils ont été vraiment compliqués. En plus on regrettait Bonnard en disant putain, on a perdu une bonne main de Ligue 1 qui en plus est allé à Lille, qui va nous prendre le titre en plus cette saison-là. Pour récupérer un mec d'Osasuna. Il fait Monaco, ok. Ouais, mais c'est après qu'il va aller. Il fait Monaco juste avant Lille. Il part à Monaco libre. Toutes mes excuses. Je savais qu'il partait libre, mais je pensais que c'était Lille. Donc voilà, pour t'expliquer Sombrero, la non-présence d'Azpilicueta, mon grand regret. J'ai été très très surpris d'être le seul à le mettre dans ce top, mais bon. C'est comme ça. On a tous aimé, je pense, Aspi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a eu de la tendresse pour Aspi. Il était au-dessus de Bonnard, c'est incontestable. On n'est pas en train de dire ça, tu vois. Mais le mec, il arrive pour 8 millions, il repart pour 9 millions. Ça, c'est pas sa faute. Non, mais je sais, mais laissez-moi juste aller au bout. Ce que je veux dire, c'est que le mec arrive, t'en profites, voilà, il est bon, etc. Mais t'as même pas le temps d'en profiter réellement parce que première saison, 15 matchs, il fait une saison pleine, il repart direct après. Que finalement, voilà, Aspi, ok, c'était très fort, mais ouais, pas forcément de choses marquantes. C'est pas des grandes saisons dans lesquelles il est là. On dispute la C1, certes, mais voilà, pas incroyable. Et je me rappelle d'une interview où Willy Bob dit que c'est un des meilleurs latérales qu'il a entraîné, alors que le mec l'a entraîné 2 mois. Mais c'est sans ironie en plus que je dis. C'est que vraiment le mec est marquant pour ses coachs. Et pour conclure sur Laurent Bonnard et avant de passer à la 28e place, Laurent Bonnard était 25e dans ce top 30 à la base. Heureusement que j'ai œuvré pour le faire descendre. Je ne l'aurais pas supporté. 29e, c'est déjà. Alors, juste les gars, pour vous livrer des coulisses d'émission, Mathieu a dit, une fois qu'on a fait le top 30,
En fait, une fois qu'on a joué avec les moyennes et tout, on a regardé les noms des mecs en disant bon, maintenant on regarde, il y a un tel derrière un tel, est-ce que c'est normal? Il y a un tel devant un tel, est-ce que c'est normal? Et Mathieu a dit je ne quitterai pas cet appel tant que Bonnard sera dans le top 30. On est resté jusqu'à 23h20. Hein. On a réussi à le faire tomber jusqu'à la 29e place, mais voilà, on n'a pas réussi à faire plus. J'ai échoué à le faire sortir du top, mais bon. J'accepte qu'il y soit, allez, ça va. J'ai quand même apprécié le joueur, donc je le conçois. 28e place, les gars. Gros débat sur lui aussi, mine de rien. Il y a eu un gros débat, un peu moins tendu quand même. Un peu moins tendu, puisque 28e place, on retrouve Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, donc olympien de 2001 à 2003. Il a fait la petite cinquantaine de matchs à l'OM. Donc ensuite, il est parti sur une qualification en Ligue des Champions en 2002-2003 sous Alain Perrin, rappelez-vous. Je sais plus qui est-ce qu'il avait mis dans son classement. Moi, je crois que tu l'avais mis, ouais. Je crois que tu l'as mis haut, toi, je crois, Ama. Je l'avais mis. Tu l'avais mis 30e. Non, j'avais mis 30e pour qu'il y soit quand même. Vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche? Oui, Franck Leboeuf. Alors, moi, c'est peut-être plus marquant que les autres dans le sens où la saison 2001-2002 où il arrive, c'est la première saison de l'OM que je suis vraiment. Et lui, il arrive avec donc le statut de champion du monde 98 dans une équipe qui était nulle à chier, totalement remaniée. Là, tu vois Leboeuf qui arrive, tu dis bon, quand même, c'est Leboeuf. Il arrive avec son expérience, il a joué à Chelsea, mec très connu, etc. Et mine de rien, il a tenu son rang. Tu vois, il a été le capitaine de l'équipe. Quand il fallait mettre des pénaltys importants, il a fait. Et la saison d'après, il fait ses matchs aussi, et la saison d'après, c'est celle qui qualifie l'OM en Ligue des Champions et qui marque le retour du club dans cette compétition, et il a joué un rôle important. Donc c'est pour ces raisons que je l'ai mis dans mon top 30, à savoir que c'était un joueur d'un très bon niveau. Pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, Leboeuf était un très bon défenseur. Là, si tu l'entends parler en tant que consultant, tu te dis bon... Parfois, il dit des énormités, mais sur le terrain, c'était un bon joueur, quoi, vraiment. Oui, c'était un beau défenseur. Comment il s'appelle déjà le milieu offensif là, qui joue à gauche en Espagne, là, qui n'a pas beaucoup de cheveux? Mais oui, qui joue au Barça, là. Comment il s'appelle? Non, la dinguerie qu'il avait sortie, c'était Subaric, là, qu'il avait dit, ouais, en parlant de Sabitzer. Il parlait de Sabitzer, il avait appelé Subaric. Le mec, il a inventé un nom, carrément. Non, mais quand même, arrête. Non, mais c'est encore pire que de pas se rappeler d'Iniesta. Non, c'est pas possible. Non, mais de Marcelo aussi, il avait dit, ouais, le latéral gauche. Il joue Real. En plus de Marcelo, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, mais ça avait duré longtemps. Et tu sais, en plus, je me rappelle, c'était l'époque où il était dans l'after. Et t'as Riolo qui fait mais tu parles de qui? Il fait tu parles d'Iniesta, mais tu sais avec le ton de Riolo un peu énervé. Genre tu parles d'Iniesta, il fait oui voilà lui. Mais tu sais il manque un joueur comme ça et tout. Il continue sa démonstration comme si de rien n'était. Et t'as la tête de Bribois et Riolo comme ça. Wow. Légendaire. Idriss Merwan, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Franck Leboeuf qui est 28e? Allez-y. Allez-y. Ah oui, moi il mérite complètement sa place dans ce top 30. Moi d'ailleurs je vais pas le cacher, c'est moi qui ai un peu milité pour sa présence. Chez moi il était 31e. C'est vraiment, il est pas passé loin. On fait un top 30, mais Idriss il a fait jusqu'à 70e. Mais non, mais parce que jusqu'à après je me suis dit si jamais j'ai des 31, 32 qui sont en rapport avec vos 26, 27, ça me permet de bon bref. Et du coup voilà, pour moi il mérite complètement sa place. Il faut pas oublier dans quelle merde il est arrivé, que c'était un mec qui était déjà en fin de carrière, qui aurait pu aller dans les pays du Golfe, bon, même s'il y est allé après. Mais il est allé quand même. Oui, il y est allé après. Après Chelsea, il est venu à l'OM. Il faut pas oublier que c'est un Varois qui est supporter de l'OM depuis petit, qu'il a toujours rêvé de jouer à l'OM, même s'il a peut-être pas la même vision du club et du supporterisme que nous. Mais il a quand même réalisé son rêve de gamin. Il est parti. Il a qualifié le club en Ligue des Champions, parce qu'à l'époque, dans l'équipe, il y avait lui, Van Buten et Bakayoko. Il mérite complètement sa place. C'était le capitaine, un maladie. Il a marqué des buts importants, il a marqué des pénaltys importants. Franchement, quoi dire de plus quoi. Il mérite complètement sa place. Bakayoko que j'avais mis dans mon top, mais qu'on n'a pas mis. Mais qu'on n'a pas mis pour le coup. Moi, j'aurais plus mis Bakayoko parce que déjà d'une, voilà, année galère, comme vous l'avez dit, et surtout, il a quand même mis sa palanquée de but. Je crois qu'il en met presque 40. En fait, Bakayoko, j'en parlais avec Mathieu en privé. Si on avait commencé le classement un peu plus tôt, oui, je l'aurais mis. Parce qu'il y a surtout la saison 99-2000 où il nous sort d'un bourbier pas possible. Mais ensuite, vite, tu commences déjà 2000-2001.
Il a déjà moins d'impact. Non, bien sûr, mais il est symbolique, je sais pas, moi quand j'étais petit, on se moquait pas mal parce que souvent il t'envoyait dans des frappes, il t'envoyait des drops, du coup, pour moi en tout cas, il symbolisait aussi une époque. Après, je comprends qu'on ne le mette pas parce qu'on a tous son ressenti par rapport à des joueurs, et pour le coup, Franck Leboeuf, c'est pas. J'étais petit, c'est pas un joueur qui m'a marqué, tu vois, mais je comprends que d'autres, tu vois. Excellent commentaire de Sombrero qui nous dit Idriss il est capable de faire un podium des 4 correspondant à Luis Fernandez. Le podium des 5. Oh, pareil, je sais pas ce qu'ils ont les consultants de RMC avec Iniesta, mais Luis Fernandez, il avait dit Iniesta, j'aime bien, c'est un milieu de terrain qui joue avec sa tête. Voilà, fin de la phrase. Ah là, c'est exceptionnel. Incroyable. On passe à la 27e place, messieurs. Ouais. 27e place, on retrouve Lucas Ocampos. Que je suis très content parce que moi je l'avais mis 27e dans mon top 30, donc je suis assez content. Et Merwan, toi tu l'avais mis 30e. Et Moi, je l'avais mis 30e. Ouais. On est les deux seuls à l'avoir cité. Chez moi, il devait être 34-35 chez moi. Il était dans ma liste des presque. Pourquoi tu l'as mis, toi, Matt? Alors moi je l'ai mis parce que je trouve que dans le genre marquant, vraiment, si tu te réfères au terme marquant, c'est un joueur qui correspond totalement à ça. C'est-à-dire que c'était un joueur un petit peu parfois limité, parfois exaspérant, mais qui a marqué des buts importants, qui a été bon dans des matchs importants, un des acteurs majeurs de la campagne Ligue Europa 2018. Je me souviens notamment d'une double, c'est ça, et d'une double confrontation contre Bilbao où il est énorme, vraiment les deux matchs. Énorme, c'est le meilleur joueur de la confrontation. Surtout, exactement ce que tu dis, Marwan, et tu fais bien de le souligner, la progression auquel on a assisté en le voyant évoluer à l'OM. C'est-à-dire qu'au début, il était vraiment pas bon du tout. Rappelez-vous, il arrive sous Bielsa où ça se passe pas très bien dès le départ. Techniquement, ça piquait les yeux. Après, elle est complètement abyssale sous Michel où il est vraiment pas bon du tout. Je pense je crois, dans mes souvenirs, il était même conspué par le Vélodrome. C'était très compliqué. Moi, c'est pas la saison où il met une retourne acrobatique. Oui, il commence par un retour acrobatique. Et après, il commence à la tenter à tous les matchs. Oui, il tente à tous les matchs, c'est ça. Rappelez-vous, il part rentrer ensuite au Genoa, je crois, il part au Milan aussi, et il revient un petit peu dans l'anonymat. Je me rappelle d'une déclat de Zubizarreta à l'époque qui dit on va le garder parce qu'il est pas si mauvais, et puis ça arrangeait bien tout le monde qui reste là, parce que ça a évité de recruter un mec. Garcia lui avait parlé, je crois. Et au fur et à mesure, Garcia l'a relancé, lui-même s'est peut-être remis en question, et puis il a gagné sa place alors qu'on l'attendait pas. Il a mis des buts importants. Il avait pour utiliser un mot qu'aime bien Azir, cette grinta qui faisait plaisir à voir aussi. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est un joueur quand même assez marquant, même s'il a eu quelques lacunes, et ça on les a constatées. Hein. Et puis voilà, même de le voir ensuite après à Séville, comme pour Azpilicueta en fait, c'est un joueur que tu as eu envie de suivre après son départ, quoi. Donc c'est pour ça que je l'intègre. Complètement d'accord avec toi, c'est pour ça aussi que je l'ai mis, parce que il arrive, tu te dis mais c'est pas possible, c'était un souhait de Bielsa, t'es hyper hypé, tu le récupères à Monaco, puis ensuite tu constates, tu te dis il y a quand même un petit problème, il part en prêt, il fait sa petite traversée du désert, il revient, et là c'est un autre joueur. C'est peut-être, je pense, l'un des 3 meilleurs joueurs de l'OM sur ces 2 dernières saisons. Il dynamite complètement les défenses adverses. Le mec qui te sort une palette que tu n'avais jamais vue avant. Avant, il était beaucoup plus dans la besogne, dans le travail, côté gauche, qu'il a toujours été, évidemment. Hein. Il me semble que même une fois, Garcia utilise arrière-gauche pour ça. Ouais, tout à fait. Et au final, non, c'est un mec qui offensivement savait se créer des situations. Et après, tu le revois à Séville, où il a complètement explosé dans ce registre-là. J'ai beaucoup de respect pour les mecs qui arrivent à se créer des occasions, là où c'était un peu le néant. Et on voyait notamment aussi qu'Ocampos, dans cette attaque marseillaise, il masquait beaucoup de choses. Il masquait la production vraiment apathique de Garcia à certains moments. Et tu voyais que le mec arrivait à te sortir de situations complètement incroyables. Et il compensait. Ouais. Il permettait à Thauvin de ne pas beaucoup redescendre aussi. À Payet aussi, ouais. À Payet aussi. Il avait une super activité. Il ménageait pas du tout ses efforts. On peut remercier le Milan et le Genoa pour les travaux, parce que physiquement, il est revenu, c'était pas le même joueur. Vu que de toute façon, il avait plus la mobilité. Une petite picouse de créatine peut-être pas picouse, non, parce qu'en plus, pour avoir été longtemps un des followers de Majo Barbeto, c'est un couple qui est très, très sur le fitness et sur le sport. Donc je pense que c'est juste il s'est longtemps mis à travailler, je pense. C'est juste en Italie, elle a plus la culture de la muscu et du physique qu'en France. D'ailleurs, tu prononces Majo et pas Majou, toi. Je veux à l'espagnol.
Je sais que là en plus il y a coup du sombrero dans le chat, donc je pense qu'il va pouvoir. Et d'ailleurs, Sombrero qui nous dit: ah oui, Ocampos, à une époque, il tentait autant de retourner acrobatique que le nombre de gros boules likés par Adonic sur Insta. Oh, ça fait beaucoup. Merci, Mais Sombrero. qu'est-ce que c'était drôle, rappelez-vous, à tous les matchs, on disait ah, c'est bon, il l'a tenté. Ah, mais il y avait un ballon, il suffisait qu'il y ait un ballon à mi-hauteur, il pouvait être à 35 mètres, il a tenté, ce fou. Mais moi, Je crois que c'est pas rentré à un autre moment que contre 3. Non, justement, c'est dans cette saison. Non, Ouais, c'est ouais, rentré il y a un un match, autre jour. c'est C'est rentré. rentré un autre jour. Là, je les ai pas, mais c'est rentré un autre jour. Ah ouais? Oui. Je me rappelle Ok. parce que moi, je me rappelle de 2-3 fous rires que j'ai eu en mode c'est bon, c'est rentré. Bah, gros respect pour lui, en tout cas, vraiment OM compatible, et moi, c'est pour ça que Voilà. j'aime. Exactement. Ouais, Qu'est-ce que Ouais, si on j'aime peut- les joueurs bêtes. Putain, c'est abusé. Au campus, si on peut donner le prix qui existe en NBA, il a le MIP, le Most Improved Player, là, Ouais. ben, ce Sûrement. serait totalement lui. Oui, Ouais, c'est c'est possible. ça. C'est ça, puis c'est agréable de voir des joueurs progresser dans ton club, se voir se révéler dans ton club, c'est toujours agréable. Bah, comme Donc voilà, Braga, mais, c'est comme Braga qui l'a mis. Fasciné par l'accent anglais de Amaïs, mais on va l'appeler c'est Amaïs. magnifique. On va l'appeler Amaïs. Ça commence à faire beaucoup de surnoms. J'ai l'accent du PDG de Renault, là, de Formule 1. Là. Ça Ah commence- putain, Cyril Abitboul, this is a good race. We are very happy, là, c'est incroyable. Ça commence à faire beaucoup de surnoms parce que sachez que dans la vie, Ama a été affublé du sobriquet de Amapoléon récemment. Ah oui, d'accord. Oh, putain, Ainsi c'est- que- Oui, non, quand tu parles ainsi bien que le- français, ça passe mal, tu vois. Ainsi que le frigo du boulevard national. Ça, c'est mon Ah oui. préféré. Ah oui. Ça, c'est mon Ah préféré. oui. Donc voilà, Ocampos 27e. Donc je rappelle le début de classement. Rolando 30e, Laurent Bonnard 29e, Franck Leboeuf 28e, Lucas Ocampos 27e. Et on passe à la 26e place qui est occupée par un joueur qui est encore dans l'effectif, qui joue encore à l'OM. Il s'agit de Boubacar Kamara, que j'avais mis moi personnellement 28e. Idriss, tu l'avais mis 27e. Et Amaïs et Merwan, vous ne l'aviez pas mis. Non. Bah, Il déjà, en faut bah, des lucides quand même. Il en non, faut des lucides. alors vous allez expliquer pourquoi après, mais Idriss, au début, même toi, tu l'avais oublié, finalement, tu Moi, l'as je rajouté l'avais. à ton classement. Moi, je l'avais oublié. Et en vrai, je peux le dire, de toute façon, je m'en fous. J'avais mis Adil Rami à sa place, à la même place. Et puis, quand tu as mentionné Boubacar Kamara, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon top. En fait, pour moi, il semblait logique. Et du coup, c'est vrai que je ne l'avais pas mis et je commençais à réfléchir où est-ce que j'allais le mettre. Et je me suis dit qu'au final, peut-être Rami, c'était celui qui méritait le moins d'être dans cette liste. Et j'ai bien fait, vu qu'au final, personne d'autre l'a mis. Et du coup, voilà, pour moi, c'était plus logique de mettre Boubacar Kamara par rapport à Ocampos, par rapport à Bonnard, par rapport à Leboeuf et à tous ces joueurs. Parce que, mine de rien, dans notre classement, même si c'est pas trop un spoiler, hein, parce que je pense que les gens s'attendent à les voir, il y aura 2 autres joueurs formés au centre de formation, formés à l'OM. Et des joueurs de ce talent-là sortis du centre, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis moi, j'ai une affection particulière pour ce joueur parce que je le vois jouer un week-end sur 2, aller un week-end sur 3 depuis qu'il a 15-16 ans. Donc moi, de le voir toutes les semaines en Ligue 1, c'est déjà une victoire pour ce club de merde. Et le voir jouer à ce Pourquoi niveau-là, parce qu'on sort jamais de jeunes alors qu'on en a eu des jeunes très talentueux. Et, Ok. et que le voir jouer à ce niveau-là, moi, ça m'impressionne toujours. Et que, putain, la saison dernière, quand même, quelle saison fou il fait alors qu'il n'y a personne. Souvent, Bah, on dit, justement, souvent on dit ouais, il a fait une bonne saison, il n'y avait rien autour et tout. Mais rappelez-vous, la saison dernière, le nombre de passes ton ballon dépressifs qu'on a fait, où on n'a même pas parlé des matchs, tellement on n'avait plus envie de parler des matchs. Et on disait juste, quand on parlait 5 minutes à la fin des matchs, ah putain, Bouba, il a encore fait son match. Hein. Oh là là, Bouba, il a encore fait son match. Hein. Et regardez, encore une fois, je vais sortir la même stat que je sors à toutes les émissions, le pourcentage de victoires avec et sans Bouba Kamara. C'est un je suis désolé, par contre, ça c'est une fausse stat. c'est un joueur Non, ça de c'est une fou. fausse corrélation. Il y a des... Non, je suis désolé. Hein. C'est pareil, tu peux faire la même stat avec Amavi quand il sort de l'équipe, qu'il est blessé sous AVB, quand l'équipe plonge juste avant de jouer le Stade Rennais. Pour le coup, pour moi, il y a beaucoup d'autres variables à analyser. Certes, il est utile dans le système. Mais sincèrement, Camara, je comprends pourquoi vous le mettez. C'est le minot, etc., capitaine. Pour moi, Il a performé, t'as raison, mais parce que les autres étaient mauvais. C'est comme quand Valbuena était bon à l'OM, il a été bon, et encore je trouve qu'il a été meilleur que Camara comparativement, mais c'est aussi parce que c'était le néant autour. Et je pense que vraiment, intrinsèquement, Camara, c'est un bon joueur, mais c'est quand même assez moyen. Et sincèrement, hein, je pense que si c'était réellement un crack, comme certains le disent, il serait déjà plus à l'OM. Mais je pense, Merwan, on n'a pas pris, jusqu'à je parle pour moi, et je pense qu'Idriss confirmera, on n'a pas pris en compte que le niveau. Je suis d'accord.
Il y a même tout marquant. le contexte, le fait que ce soit un minot du club, que ce soit un pur Marseillais, etc. Le mec n'a connu que l'OM. Voilà, et c'est pour ça que personnellement, j'avais vraiment. aussi mis Maxime Lopez dans mon top 30, c'est un peu pour les mêmes raisons, et finalement, il n'y sera pas. Des U6. Mais en fait, moi, Camara, quand tu me parles de Camara à l'OM, le premier souvenir qui me vient, c'est quand il est balancé titulaire contre Leipzig, alors qu'il débute à peine. Il est excellent dans une défense à 3 derrière, rappelez-vous, il est très bon. Il se fait aspirer contre Leipzig. Non, à l'aller, franchement, pas au désert. retour. Pas au retour. À l'aller, il se fait aspirer que sur le dribble de Werner, sinon il fait un bon match. Au Quand retour, il est même, très tu bon. prends un but derrière. Mais à l'époque, il a 17 ans. Il a 17 ans, et c'est Et quel joueur il cette joue en saison-là, quart c'est de qui finale Timo de Coupe Werner d'Europe. Et c'est Je qui suis Timo Werner totalement à ce d'accord avec moment-là, vous. surtout. C'est pas le Timo Werner d'aujourd'hui. Mais, Il était beaucoup plus en toujours confiance. moi, j'aime bien Werner, mais peu importe. Mais je suis d'accord avec vous, 17 ans, je suis d'accord. Mais pour le coup, c'est pas parce qu'il a 17 ans que tu dois dire qu'il fait un bon match à ce moment-là. Même Garcia le dit. T'es obligé Même de Garcia prendre dit en derrière, contexte bah le voilà, joueur. il est encore trop naïf. Mais t'es obligé Et de c'est prendre vrai. le contexte dans lequel le joueur évolue, surtout dans un club comme l'OM, surtout quand t'as connu le bordel qu'a représenté sa première prolongation de contrat à l'été 2017, où il a été traité Je suis de d'accord. tout, traîné dans la boue. Le mec, il en a toujours rien à foutre, il a fait ses matchs. Moi aussi, ben, mine de rien, moi qui ai commenté les matchs de la réserve pendant 3 saisons, quand Boubacar Kamara peut pas jouer parce qu'il n'est pas dans le groupe, parce que Rudy Garcia le boude un soir de décembre 2018, eh ben, le mec, au lieu de rien faire et de rester à la maison avec Coralie, eh ben, il va se faire chier le samedi soir à jouer au campus, aller jouer contre Andoum et à sortir un match de fou. Mais Ça, je suis d'accord. Ça, je peux comprendre. donc moi, Ouais, et puis c'est toujours. il représente. C'est- En fait, il est tout ce qu'on recherche chez un jeune joueur, Voilà, exactement. qu'il soit formé à l'OM ou pas. Le mec est humble, le mec est fort, le mec est adaptable en défense centrale ou en 6. Après, il y en a qui débattent encore, c'est quelle est sa meilleure position aujourd'hui. C'est bon, c'est même plus un débat, je m'en fous. Mais Ouais. tu peux le mettre en défense centrale. On a vu que dans ce système hybride de Sampaoli, il pouvait très bien dépanner latéral droit si vraiment il y avait une hécatombe. Techniquement, je pense très sincèrement qu'il discute avec le top tier de Ligue 1. Techniquement, Non, c'est pas possible. Techniquement, Tu peux pas dire ça. oui, Non, bien non, sûr, non, non, je non. le dis, je m'en Tu fous. peux pas dire ça. Techniquement- Comment tu peux dire ça? Mais tu l'as déjà vu rater un Il contrôle, est large. Boubacar Kamara? Bien sûr que je l'ai vu, j'ai même vu rater des passes, mais il est largué dans un jeu de possession quand tu donnes trop de responsabilités à Boubacar Kamara. C'est pas vrai. il est Ça, on mauvais. le dit à chaque fois, mais c'est Il pas est vrai. mauvais, mais c'est complètement vrai. C'est pas vrai. Camara, c'est un joueur qui a besoin de temps et d'espace. Quand il est sous pression, il est incapable d'être utile dans un jeu de Non, possession. Moi, je suis un peu Alors, entre- je rejoins un petit peu Marwan. Je trouve qu'il doit progresser encore dans l'utilisation Mais du je ballon. dis top pas- tier de je dis Ligue pas que c'est 1, hein, Busquets. quand même. Je dis pas que c'est Busquets. Même, tu dis top tier de Ligue 1. Ben quand oui, même. techniquement, il est top tier de Ligue 1. Ouais, pas du tout. Pour ce Mais non. que j'attends d'un milieu défensif de Ligue 1, il est top tier. Ça veut dire Il est tu même prends pas les... top tier de l'effectif. Mais arrête. Et on conclut vite Bref. sur Camara. Et du coup, pour moi, il représente en fait tout ce que Ok. je recherche chez un joueur qui plus est formé à l'OM. Et avoir un joueur qui est formé à l'OM, enfant de Marseille, qui a connu toutes les polémiques qu'il a connues déjà dans sa très jeune carrière et une qui va pas tarder à arriver d'ici janvier. Je trouve qu'il a les reins solides et que ses performances sont assez fortes Je suis pour le d'accord. faire rentrer dans ce classement. Je respecte. Finalement, je respecte. Ok, pas de problème. Allez, très bien. C'est bien que ça finisse comme ça. Allez, on passe à la 25e place avec un autre joueur formé au club, puisqu'on a Cédric Carasso, 25e. Et là aussi, Merwan, tu as énormément œuvré parce que tu étais le seul à l'avoir vu dans ton classement. Ouais, Et on a encore. encore un joueur que je n'ai pas mis. Ouais, c'est ça. Et on a dû encore céder à tes caprices, Merwan, enfin. Mais c'était pas un caprice, vous avez Non, compris, non, vous avez compris Je te rapidement charrie, aussi. je te charrie. Mais vas-y, explique-nous Non. pourquoi tu l'as mis. Non, mais d'ailleurs, tu sais que maintenant que tu dis ça, je remarque qu'on était plusieurs à citer Maoulida et qu'il apparaît pas Non, vous étiez dans deux. le classement. Ah, Ouais, bah, donc, c'est déjà 2 de plus que Carasso et plus que le En bœuf, fait, mais c'est peu quand importe. il est arrivé quand on a fait la liste à la fin en disant Oui. est-ce qu'il a sa place ou pas, et par rapport à d'autres, on a jugé que Maoulida n'avait pas sa place. Ce que je peux comprendre. Et donc Cédric Carasso, ben, pour moi en tout cas, c'était moi qui ai atteint entre guillemets une pleine conscience sportive en plein milieu de l'ère Carasso. Carasso, je me souviens que c'était un des chouchous du Vélodrome à ce moment-là, qui sort franchement des performances excellentes à l'Olympique de Marseille. Il est là depuis un moment, minot du club, quand même, faut pas l'oublier. Il a sa chanson Vélodrome, Carasso, fais-nous la parade, vous connaissez déjà. Et pour moi, en tout cas, je sais que... Non, quand même. Ah, Une fois, t'abuses. J'étais déjà abonné à l'époque au Vélodrome, ça n'a pas été chanté si souvent ça. Mais toi, du bon côté, c'est pas Driss, vrai, ça a été chanté plusieurs fois, n'importe quoi. pour que Bon, d'accord. moi qui ne suis pas T'étais au de bled à Marseille de l'époque. manière native,
pour que moi, qui ne suis pas de Marseille de manière native, la connaisse par cœur et la chantais quand j'étais petit. Enfin, je trouve en tout cas que Cédric Carrasso, il représentait quelque chose à l'époque, qu'il a fait des performances honorables. Pas une carrière facile avec cette blessure dont il a un peu de mal à revenir, puis il part derrière. En vrai, de un vrai, gros quelle respect pour bénédiction Cédric cette Carrasso. blessure au final. Oui, parce que t'as Mandanda derrière, bien sûr, bien sûr. Après, c'est triste pour lui, mais Bien ouais, sûr, non, mais Cédric Carrasso, j'aime bien gros respect. Carasso, moi. Et du coup, Carasso, mais pas Camara. Donc, ok. Alors que le mec a déjà joué plus de matchs à l'OM. Non, mais je peux comprendre pour Camara, mais pour le coup, je pense que Carasso a atteint un niveau supérieur à son poste que Camara. Mais voilà, peu importe. Après, c'est pas le sujet de Carasso l'émission. a pas aussi surperformé par rapport aux attentes qu'il y avait sur lui. Parce que je me souviens pas qu'on n'en parlait pas comme un gros prospect et finalement Mais il a, non, c'est vrai. lui, il a fait une super carrière au final. ce qui lui. Ah oui, non, pas du tout. C'est ce qui même le sert, Carasso. Vas-y. Juste Vas-y, rapidement. Ama, vas-y, Ama. Non, vas-y, juste vas-y. rapidement, après je laisse Ama développer parce que je vais pas développer Alors, un avis. rapidement, vas-y. C'est en fait Carasso, ce qui le sert, c'est que Barthez crache sur un arbitre au Maroc et que l'OM ne veut pas compter sur Gavanon parce qu'il s'est rendu compte qu'il était nul. Et du coup, on essaye Carasso début 2005 en lui disant écoute, tu vas jouer 2 mois parce que Barthez revient en octobre. Et au final, il est tellement bon que quand le contrat de Barthez se finit, on le garde pour la saison d'après. Vas-y, Ama, conclu sur Carasso. Non, Carasso, à l'époque, on n'en attendait pas grand-chose. Déjà, il a eu plusieurs graves blessures dans sa carrière. Mais celle qui chope avec l'OM, c'est sur un match amical, je crois, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus contre qui exactement. C'est à l'entraînement, non? Non, C'est pas dans un OM équipe de France. Ouais, France c'est un match de 98. charité, un truc comme ça, exactement. C'est un OM France Et 98. surtout, à l'époque, je me rappelle très bien qu'il était, mais c'est pas en surpoids, il était très en surpoids pour un gardien de haut niveau. Et ensuite, il a vraiment beaucoup travaillé pour être au poids d'un sportif de haut niveau. Toute sa carrière, parce Et que au même quand il est à Bordeaux, il se bat encore contre ça. Oui, mais à l'OM, c'était vraiment flagrant. Oui, Genre, bien sûr. Non, c'était pour avant compléter sa ce que tu- blessure, il avait, franchement, sans mentir, peut-être une quinzaine de kilos en trop Facile. par rapport à un sportif de haut niveau. Et le mec, il revient fit alors qu'il n'est pas du tout titulaire. Et il arrive à toucher l'équipe de France. Donc c'est beau, c'est Pas à l'OM. une belle histoire, Carasso. Oui, pas à l'OM, mais durant toute sa Non, carrière, au final. je précise pour les gens qui nous écoutent. Parce que nous, on le sait. Oui, mais ensuite que quand il s'installe bien dans les cages de l'OM, on commençait déjà à dire ah, et pourquoi pas troisième gardien de l'OM et tout, parce qu'il faisait de très bonnes En vrai, performances. de Donc, vrai, franchement, sur la saison 2006-2007, il a rien à envier à Landreau, qui est numéro 2 à l'époque de Coupé. Et c'est juste que Landreau, par le statut, était devant lui. Mais Landreau, sur la saison, est horrible au Paris Saint-Germain. Alors que Carasso il fait une bien meilleure saison que lui. Et Idriss, tu parlais de sa blessure. Rappelez-vous, sa blessure, elle intervient en début de saison, alors qu'il fait un début de saison de Tony Truant où il est Il est excellent. monstrueux. Il est super fort et on dit non mais là c'est la tuile, c'est la catastrophe et finalement bon après il arrive ce qui arrive. Mais sur le coup c'est vraiment une énorme tuile pour l'OM parce que tu perds ton gardien qui est en très grande forme et qui progresse de saison en saison quoi. Donc, Spoiler, ouais. le mec qui l'a remplacé, on va pas en parler dans cette émission, mais dans une ou deux. même pas ni dans la prochaine. Ni dans celle-là, ni dans la prochaine. Et certainement en fin de troisième. Voilà. Donc voilà. Donc au final, quand t'as un minot du club qui se blesse et au final, le mec qui prend sa place, il discute à cette place-là dans ce genre de classement, c'est pas grave, ça va. Merwan, tu voulais conclure sur Carasso ? Non, voilà. Après, c'est vrai que quand je mets Carasso, c'est vrai que je peux comprendre par rapport à Camara, mais Carasso, effectivement, ouais, moi, il m'a marqué. C'est vraiment, je pense, le minot, le mec qui réussit, le mec apprécié par le club, avec cette fin un peu tragique qui rend un peu la chose un peu théâtrale. Donc non, gros respect, pour moi, place méritée. Ah, et Carasso, si je peux juste vous couper, les gars, du coup, j'étais en train de chercher. C'était bien un match de charité contre France 98 en 2003. Ah, voilà, c'est ça. Et quand il fait une décla, c'est lui-même, Carasso, Je crois cite. que c'était mon premier match au stade. Je devais avoir bien 10 kilos de plus qu'aujourd'hui. Tu vois, j'avais dit, là, à vue d'œil comme ça, il avait 15 kilos en trop. Ouais, mais de toute façon, il y avait rappelez-vous les photos qui circulaient. Ouais, il était énorme, c'était pas possible. Ouais, c'était pas Et possible. puis pour en avoir parlé avec lui, parce que j'ai eu l'occasion, il se serait pas vu en non plus faire 10 ans à l'OM comme l'a fait Steph derrière. Donc au final, pour trahir un dernier secret, on essaye de l'avoir dans l'émission depuis quelques mois. longtemps. C'est compliqué. On essaiera Après, c'est encore. parce qu'il il aime pas trop parler. Donc c'est ça qui est un peu casse-couille. Ouais. Les amis, on passe à la 24e place avec, pour la première fois, le premier joueur qui a fait l'unanimité, puisqu'on l'a tous les 4 cités. Ouais. Idriss, tu l'as mis 30e, moi je l'ai mis 29e, Amaïs, tu l'as mis 18e et Merwan 17e. Il s'agit de Michael Pagis, qui est 24e.
un très talentueux joueur passé par l'OM entre 2006 et 2007. Ouais, court passage à l'OM finalement, mais qui a marqué les esprits. Justement, Ama, tu t'esclaffais sur Mickaël Pagis. Explique-nous pourquoi tu l'as mis si haut en plus dans ton classement, parce que tu l'as mis 18e. Pagis, je l'aimais trop. Voilà, c'est. J'aime bien. Non, Pas d'argument. Non, mais... Il a Non, commencé mais à bon, parler comme un Pagis- daron comorien, je l'aimais trop. Pagis n'était pas tout le temps titulaire, donc ça peut surprendre peut-être certains qui soient dans le classement tout court. Mais Pagis, c'est une certaine vision du foot. C'est Quel joueur. si tu aimes le foot un peu romantique, t'es obligé de kiffer Pagis. Mais Pagis, pourquoi t'as il rajouté le allait mot pas. romantique? Tu peux me laisser parler? Mais parce que t'as pas besoin de rajouter le mot romantique quand Tu peux me t'aimes laisser juste le parler? foot. Tu peux me laisser parler? Laisse-le parler, bon sang. Pagis, Vas-y. il allait pas vite. C'était pas une bête physique. Il marquait pas forcément 50 000 buts dans une saison, mais alors qu'est-ce qu'il était beau à avoir joué. C'est peut-être le joueur le plus beau que j'ai vu jouer à l'OM. Il a vu une élégance incroyable. Et c'est un joueur qu'on ne fait plus. Voilà, dans le football moderne, c'est un joueur qui n'existe plus. Il était raffiné. C'était le mec qui allait tout le temps jouer peut-être en une touche, faire la louche, faire un petit piqué. Et pourtant, tu vois, tu allais te dire, mais physiquement, il répond pas aux standards déjà du football de l'époque. Et pourtant, il savait être efficace au service d'un collectif. Et c'est pour ça il m'a marqué, même il nous a tous marqué, vu qu'on l'a tous les quatre mis dans notre top 30 respectifs. Tu vas y arriver. Il est devenu belge, notre J'ai entente. bugué. Mais, mais voilà, Pagis était vraiment élégant. C'est pour ça qu'il m'a marqué et qu'il nous a tous marqués. Il suffit de regarder les buts qu'il a marqués à l'OM pour comprendre de toute façon. Je crois qu'il y a ici, tu peux pas faire plus beau comme compile, c'est que des buts, des lobes, Même des les piqués, buts de des raccro qu'il met, frappes c'est des enroulées, buts, des têtes placées. Je me souviens même d'un coup franc direct contre Saint-Etienne où il vient de doubler. Sur l'action c'est- d'après, il va chercher un ballon, tu sais, avec la semelle à hauteur de poitrine, le ballon passe premier poteau, les buts de raccro, ils sont magnifiques. Il avait toutes les palettes de l'attaquant racé, comme tu l'as dit, Ama. Et puis C'était très, très bon. Quand tous les mecs avec qui tu as joué te mettent dans le top 3 des meilleurs joueurs avec qui ils ont joué, c'est que tu sais que t'es quelqu'un. C'est que Mamadou Niang, aujourd'hui, tu lui demandes, il va te dire Ribéry, il va sans doute citer Lucho et derrière, il va mettre Pagis. Oui, je pense que c'était un régal de il jouer met avec lui. Pagis devant Nasri, je pense. Ça devait être un régal de jouer avec lui. Ouais. Moi, Sombrero qui dit Pagis mérite d'être plus haut dans le classement. Je suis comme Ama, un Pagis lover. Ben, en fait, Et moi je pense aussi, qu'il a marqué beaucoup de personnes. hein, En fait, Pagis. moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que moi, j'ai pas voulu faire mon top 30 à moi, j'ai voulu faire le top 30 le plus objectif possible. Donc sinon, il y aurait Radonjic en 9ème place, je vous le dis de suite. Mais Mais sinon, vraiment, premier degré, tu t'aurais mis Radonjic haut ou pas? Mais le Non, lance non, pas. Mais non, mais Armand ne lance pas. Non, mais C'est par si exemple, tu veux, moi, là, si je veux faire c'est- les joueurs qui m'ont marqué à moi, Radonjic c'est top 20. Allez, peut-être pas 9ème, Ok, mais il est top ok. 20, c'est sûr. Mais le nombre de fous rires que je me c'est suis une tapé. vraie maladie. Mais le C'est une football, vraie maladie, alors. mais non, mais le football est un divertissement. Une maladie, exactement. Le football est un divertissement, et moi, quand je vois Radonjic dans ma télé, je suis diverti. Ok. Vu comme ça, ouais. Ça Moi, marche, comme ça. disait Jacques-Henri Hérault, nos concurrents c'est Netflix. Mais moi, entre Netflix et Radonjic, j'ai fait mon choix. Putain, pour concurrence Netflix, tu mets Radonjic, oui, là tu le concurrences. Ça, c'est pas de BoJack souci. Horseman. Pour ceux qui regardent BoJack Horseman, c'est Mr. Peanut Butter. Bon, bref, c'est une petite prise. Matt, Et Oui. juste, attends, Matt. pour Pagis, moi, juste, Vas-y, je finis pardon. sur Pagis. Après, vraiment, j'arrête parce que je parle trop. Rapidement, vas-y, après, on Mais, va moi, après, j'ai voulu faire le classement le plus objectif possible. Donc, j'ai voulu mettre Pagis en 30e. Parce que pour moi, il mérite pas sa place. Parce que pas assez titulaire. Parce que pas resté assez longtemps. Parce que. Voilà, pour ces raisons-là. Mais je voulais qu'il soit dans le classement. Donc, je l'ai mis 30e. Pour l'image de je le mets quand même. Mais après. Mais c'est fort quand même de garder que les gens gardent un bon Oui, souvenir de bah, lui, tant alors son mieux, passage moi, a été court. moi, Ça veut dire que ça a été marquant. J'ai pas râlé une seule fois sur sa place. Hein. Non, bien sûr. Vas-y, Merwan, tu voulais enchaîner. moi, c'est en une phrase, parce que je suis d'accord avec ce que dit Amaïs, mais j'aimerais quand même être désigné comme le véritable Pagis lover, parce que moi, je l'ai mis 17e et Amaïs. Oui, c'est vrai que tu l'as mis une place devant Ama, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Mais du coup, vas-y, tu peux conclure sur Pagis, vu qu'on t'a pas Non, encore non, entendu dessus. Complètement d'accord, Pagistral, comme on disait à l'époque, joueur élégant. Moi, j'ai en souvenir cette victoire 6-0 contre Rennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nancy. avec ce triple doublé. Nancy, c'est Nancy. Ouais, ou Rennes c'était Nancy, exactement. Ouais.
avec le triple doublé où il est excellent. Donc, il y a quoi de drôle? Désolé, Non, non, mais c'est Non, c'est Axel. dans le chat. C'est Axel. Axel est arrivé sur le chat, les amis. Donc, Axel qui nous dit quand tu passes au beach soccer ensuite, c'est que techniquement ça allait. Matmousilou est carrossier maintenant. Voilà, on va comparer ça avec Gis. D'ailleurs, spoiler, Matmousilou, il sera dans le top 30 des autres, hein, c'est sûr. On verra Vas-y, pour celui-là. vas-y. Non, Marwan. c'est tout. Moi, j'ai Désolé, terminé. Marwan. On peut enchaîner. Non, mais en vrai, je peux pas concurrencer Axel. On est obligé de passer à autre chose là. Alors, Il est injouable. Pour la, Pas passer à- pour la petite Il est histoire, injouable. ce triplé de doublé contre Nancy, c'est le seul match que j'ai raté au Vélodrome de la saison parce que j'étais au concert de la psychiatre. Voilà. Complètement. Ouais, Alors, complet. 23e Merci à toi. place, messieurs. Et là aussi, un autre joueur qui a fait l'unanimité, puisqu'on l'a tous placé dans notre top. C'est vrai que c'est dur à dire, Ama, hein. C'est pas facile. Ouais, j'ai fait un bug là tout à l'heure et tant pis, je mettrai ça dans la pastille quand même, j'assume. Donc, Ama, toi, tu l'as mis 25e. Merwan, tu l'as mis 26e. Idriss, tu l'as mis 16e, très haut placé. Moi, je l'ai mis 24e. Il est 23e, c'est Nicolas Nkoulou. Idriss, tu l'as mis si haut. Pourquoi? Parce que. Ah, il le kiffe, Idriss. Moi, je l'aime beaucoup. Et est-ce que on est en 2021, sur les 21 dernières années, on a eu un défenseur plus fort que lui? Là, comme ça, tu me prends. Regardez des- le top 30. Est-ce qu'il y a un défenseur plus fort que lui? Ah, en valeur intrinsèque. Il y en a un autre. Je dirais Il y en a un autre. Non. Gabienze. Jamais de la vie. Sur leur passage à l'OM, attention les amis. Oh. Ah, le 21e de notre classement. Oui, le peut aussi 21e, oui, il bagarre. Mais jamais de la vie. Gabi Heinze à l'OM, il est pas meilleur que lui. Ah, Quoi c'est pas les mêmes qualités. Et en plus, c'est pas- Ouais, la défense pure, la pure, plupart du temps, Heinze il joue latéral gauche en plus. Il a rarement joué dans Oui, le mais je te parle en défense pure. Attends, Après, tu parles de- Nkoulou avait plus d'élégance. Les gars, Mais vas-y. pour moi, bon, vas-y, Non. on va pas, je vais pas chercher à vous avoir sur ce point-là, on s'en fout. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est top 2 max des meilleurs défenseurs sur les 21 dernières années. Et sur les 5 saisons où il joue, il est bon. Ouais, parce qu'il reste quand même 5 saisons, Oui, 200 en fait, matchs. il arrive libre ou presque, parce que Monaco descend en Ligue 2, on le récupère pour 3 millions. Et il signe 5 ans, il reste 5 ans. Il reste 5 ans, il est bon 3 ans et demi. Mais alors, putain, mais quel 3 ans et demi! Rappelez-vous, quand on le voit arriver en début de saison 2011-2012, il est nul. Il prend un rouge contre Saint-Etienne, il est mauvais, il est horrible. Et puis il y a ce match contre Dortmund au Vélodrome, on dit c'est bon, on a Moser. C'est bon, le Moser camerounais est là. Et puis on oublie un peu trop. Toute la campagne de Ligue des Champions est monstrueuse, la Ligue 1 est monstrueuse alors qu'on finit à 14. Il y a des séquences de 14 défaites d'affilée, il est incroyable, techniquement trop sûr de lui. La saison d'après, la saison avec Eli Bob 2012-2013, si on fait que des 1-0, bon, c'est qu'il y a quand même un gardien un peu sérieux dans les cages. Mais il y a Nicolas Nkoulou, il avait un petit surnom qui n'est pas trop resté, mais on l'appelait Sécurité Sociale, Nkoulou. Il est là, c'est lui, voilà, t'inquiète, ça va passer, il y a Nkoulou ce soir. La saison Bielsa, on n'arrête pas de dire oui, mais il y a eu le but d'Ocampos, ouais, mais le match à Bordeaux. Pour moi, les gars, la saison Bielsa, on finit pas champion, on n'est pas dans le top 3, parce qu'Nkoulou revient de la CAN avec son problème au genou, et qu'on passe 2 mois à jouer avec Fanny et Morel en défense centrale. Pour moi, elle est juste Complètement d'accord. Je crois, sincèrement, injouable. Nicolas pendant Nkoulou 3 saisons et est, demie. pour moi, est le meilleur défenseur de ces 21 dernières années. Je comprends. Et tu sais, je veux pas les Juste comparer du tout, incroyable. mais je veux pas les comparer, mais en regardant Saliba jouer, c'est la première fois depuis Nkoulou que quand il y a des gestes défensifs, je fais wow, ouais, tu vois, quand il est trop fort. ça m'était pas arrivé depuis Nkoulou Juste trop Après, fort. d'être ébloui par des retours défensifs, des relances. Des tacles. Des fois, C'est ça. C'était quand des c'était fois fait il avec prenait le élégance. ballon, on n'arrête pas de crier maintenant devant les matchs, prenez l'espace, lui il prenait le ballon et il montait jusqu'aux 30 mètres adverses pour essayer d'amener un décalage, de fixer quelqu'un. Quel joueur Nicolas Nkoulou, putain, c'est juste, moi en vrai de vrai, moi il a chuté dans mon classement parce qu'il y a cette dernière saison où vraiment il en a plus rien à foutre. Pour moi il plombe beaucoup la première saison de Rolando. Il a perdu son père, je crois, à ce moment-là, non? C'était pas ce Non, moment-là c'est là la saison d'avant, c'est la saison 13-14. Où il perd son père. Mhm. Et c'est justement là, il fait un gros début de saison, puis il perd son père, et du coup, il chute un peu. Mais la saison 15-16, moi, je lui en veux beaucoup. La saison Mitchell, il se barre comme si de rien n'était. Tout le monde n'en avait rien à foutre. On apprend qu'il a signé à Lyon le 1er juillet. Tout le monde dit, bon, ok, super, génial, on s'en bat les couilles. Mais sinon, voilà, c'est la seule raison pour laquelle il a chuté. Sinon, Nkoulou, il aurait été, mais facile, top 15. Non, je suis Les gars, complètement d'accord vous avec êtes toi. Il est injouable. Il y a même une Vas-y. saison où tu sais, où je crois que c'est la saison où Thiago Silva arrive. Et, 12-13. on a, tu sais, 12-13, et où on a ce débat qui est le meilleur défenseur de Tu te Ligue rends 1. compte? Les gens étaient impressionnés Eh oui. du niveau de Thiago Silva. Et sincèrement, en toute objectivité, moi j'ai trouvé qu'Nkoulou était au-dessus de Thiago Silva à ce moment-là.
Et je pense que, au niveau européen, à ce moment-là, c'était vraiment la crème de la crème à ce Ah poste. oui, on, se voyait, on, Crème. on le voyait tous partir pour 20 ou 25 millions à l'époque. Bon, après, depuis, on a appris que la personne n'a pas le même âge. Mais bon, après, ça, c'est des affaires qui ne nous Ah bon regardent pas. Oui, bon, oui. J'ai pas appris ça. Oui, mais en fait, dans le milieu du foot, ça s'est su assez rapidement par rapport à ses genoux et ses articulations qui n'étaient pas des articulations de mec de 24 ans. Mais bon, bref, c'est un autre Ok. truc. Il n'y a pas vraiment de preuves, donc on peut pas dire n'importe quoi. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, il n'a pas pu partir il n'a pas eu l'avenir après l'OM qu'on aurait pu penser. Mais quel joueur sur son passage. Quel joueur. Là, en fait, quand moi j'ai pris ma liste et que j'ai cherché à mettre des défenseurs devant lui, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. Bah, il n'a pas beaucoup devant lui. Ama, tu veux rajouter quelque chose sur Nkoulou avant qu'on passe à la 22e place? Non, Nkoulou, quand il était à son meilleur niveau, d'ailleurs, je pense que l'OM était la meilleure période de sa carrière. C'était pas un bon, c'était un excellent défenseur de Ligue 1 minimum. Vraiment, il avait un très très haut niveau et c'était un régal de le voir jouer. Mais comme vous l'avez dit, au-delà de ses qualités défensives, il avait une sûreté technique, du sang-froid. Bon, on parlait d'élégance pour Pagis tout à l'heure. Nkoulou, c'était pareil, mais en défense. Il était élégant à avoir joué. Oh là là. Juste pendant que je parlais, j'ai voulu vérifier. Sur les 5 saisons qu'il fait à l'OM, il finit 3 fois dans l'équipe type de Ligue 1. Bah voilà, ça en dit long sur ce qu'il a, Mérité. sur ses performances. C'était mérité, ouais. Amplement mérité. Messieurs, on peut passer à la 22e place. Et comme Pagis, comme Nkoulou, on l'a tous les 4 mis dans notre top. Amaïs, tu l'as mis 22e. Merwan, 19e. Idriss, 28e. Et moi, je l'ai mis 20e. Il s'agit du grand Brandao, bien sûr, 22e de ce classement. Complètement mérité. Complètement mérité, bien sûr. Du coup, Parler, je suis sûr. Hein. ça va peut-être faire parler, oui. Mais du coup, Merwan, tu l'as mis 19e. Tu es celui qui l'a classé le plus haut. Vas-y, on t'écoute. Écoute, beaucoup de moments marquants, des titres. Brandao, c'est avant tout aussi une période assez dorée pour l'Olympique de Marseille. Plusieurs coupes de la Ligue, un titre de champion de France, des buts marquants. Ce match contre l'Inter, il me semble que c'est le match aller. C'est ça, il me semble, ou le match retour. Je sais plus. C'est le retour. L'aller au C'est le Vélodrome, le à San retour à Siro. San Siro. C'est le retour à San Siro où le mec il te fait un contrôle du dos, Ronaldinhesque, et donc il va marquer ce but. Plusieurs buts importants. Il arrive, je me souviens, dans l'anonymat en provenance de Shakhtar. Je crois que c'est le mercato d'hiver qu'il arrive. Il arrive pas dans Tout le monde l'anonymat, se dit- non, pas du tout. Il arrive. Attends. C'est une requête de Guéret. Non, il arrive. Oui, il arrive en hiver. Attends, oui, tout à fait. il arrive quand même dans un relatif anonymat. On se dit, mais c'est qui Brandao? Parce que le Shakhtar de l'époque, c'est pas non plus le Shakhtar de maintenant. C'est vrai, tu vois. je suis On d'accord. se dit, ok, ça arrive, ok, ça a l'air pas mal. Il a fait ses saisons là-bas, il marque sa palanquée de buts, mais c'est en Ukraine et personne regardait ce championnat-là, en tout cas à l'époque, et encore plus le Shakhtar Donetsk. J'ai une Et il anecdote arrive. quand t'as fini. Ok, pas de problème. Et il se met à marquer directement. Je crois qu'il te met 7-8 buts quand il arrive. Et la saison d'après, après, on découvre un joueur besogneux. Il est avec Niang à l'époque, il forme une doublette sincèrement hyper complémentaire. Donc des grands moments avec Brandao qui symbolise des titres. Un mec toujours impliqué. Un peu ce côté comique aussi avec non, j'ai pas touché. Style un peu singulier, il va mettre des coups d'épaule un peu déménageurs. Donc complètement OM compatible, c'est un mec qui s'en souvient. Après voilà, il y a des épisodes un peu moins glorieux, donc des affaires de mœurs sur lesquelles on s'étendra pas, qui viennent ternir un petit peu l'affaire. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour Brandao qui a souvent subi un délit de sale gueule, qui a continué à rendre des services ensuite en Ligue 1. Gros respect pour Brandao. Juste petite anecdote, en fait, j'ai appris plus tard par mes visions professionnelles qu'un agent était arrivé, parce que tout le monde savait que l'OM cherchait un attaquant, parce que Guéret s'embrouille avec Cissé en août, ce qui du coup cause le départ de Cissé, et du coup il n'y a pas de doublure pour Niang et Koné, parce que Elliot Grandin n'a pas satisfaction, et du coup en janvier l'OM cherche un attaquant, et il y a un agent qui arrive et qui propose un attaquant qui n'a pas fait grand chose derrière, un Uruguayen qui joue à l'Ajax, et Luis Suarez, du coup si vous n'avez pas compris. Et Robert Louis Dreyfus, à l'époque, c'était 15 ou 18 millions. Robert Louis Dreyfus dit non, je mets pas autant d'argent. J'ai sorti 12 millions pour Ben Arfa, 14 pour Koné, ou bon bref. J'ai déjà sorti l'oseille cet été. Là, voilà, vous me sortez une solution au rabais. Et apparemment, Guéret dit ouais, mais là, c'est un mec à 18 millions, mais bon, c'est quelque chose quoi. Et Robert Louis Dreyfus, il dit 10 millions max. Et du coup, il y a un autre agent qui arrive et Anigo valide la piste à 8 millions et des poussières et Guéret valide du coup la venue de Brandao. Mais du coup, voilà, l'OM est passé à un ou deux verres de vin de Robert Louis Dreyfus ce jour-là de prendre Luis Suarez.
Finalement, l'histoire nous a amené Brandao. Vas-y, Ama, vas-y. Je me souviens très bien de son arrivée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, mais vraiment sans vanne, que les compiles YouTube, c'était faux. Parce que comme dit très justement Merwan, quand il arrive, Dégain le connaît. En plus que le Shakhtar Donetsk à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tu as accès à tous les matchs du monde entier. Qui a regardé les matchs du Shakhtar Donetsk? Personne. Donc du coup, on a regardé une compile. Je me rappelle, c'était une compile qui avait beaucoup tourné. Sur Omediatek. Et il y avait quelques jolis buts. Tu te dis, ah ouais, tu vois, un peu brésilien, un peu technique. Bon, les premiers matchs, tu sens que la technique, c'est pas trop son délire, mais le premier but qu'il met contre Caen, rappelez-vous, où il étale le gardien, là, tu te dis, ouais, ça y est, il est en confiance, etc. Et au final, ça s'avère être un joueur besogneux, mais qui a fondamentalement changé la manière de jouer de l'OM. Et Guéras l'a voulu pour ça aussi, parce que c'était vraiment un très, très bon premier défenseur. Alors, c'est peut-être bizarre de dire ça d'un attaquant, mais il contribuait vraiment au pressing collectif de l'équipe, que ce soit à gauche ou dans l'axe. Et au final, comme l'a dit Merwan, il fait partie d'une époque dorée pour l'OM. Et moi, quand je pense à la Coupe de la Ligue, je pense à Brandao. C'était sa coupe. C'était sa coupe. À part la deuxième où, du coup, à cause de l'histoire de la Porsche, il est obligé de s'en aller. Mais la première et la troisième... Le fameux match à Toulouse, la demi-finale, où il joue les yeux avec la moitié d'un œil. Ouais, il était trop fort ce jour-là. C'est incroyable. La finale contre Lyon, c'est lui qui marque. C'est lui qui ruine la dernière. Il ruine la dernière. Passe décisive au Parc des Princes sur une talonnade pour Zenden, rappelez-vous aussi. C'était un grand moment. Oui, c'est vrai. Il se cachait pas beaucoup dans les gros matchs. C'est vrai aussi. Il aimait l'odeur du sang, Brandao. Lui, match du dimanche soir, un stade plein, c'était oula, j'ai de l'adrénaline, c'est parti, il y a quelqu'un qui va mourir ce soir. Alors que Brandao, je me souviens d'une anecdote quand je suis allé voir un entraînement à la commanderie, et je vous jure que c'est vrai. Il a essayé de jongler, il n'a pas réussi à faire plus de 3 jongles, mais véridique, il s'est repris à plusieurs fois. Du coup, il y avait des supporters qui commençaient à le clasher, etc. Mais au final, malgré sa technique qui était franchement moyenne, celui qui me dit le contraire en me disant ouais, t'as pas vu les matchs, non, Brandao, techniquement, c'était très moyen. Mais au final, son apport, il a vraiment été très, 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 très bon pour l'équipe, paradoxalement. Comme quoi. Quand t'as autour de toi Valbuena, Niang, Luchu, Chirou, t'as pas besoin d'un mec technique. Juste occupe-toi qu'il y ait des espaces pour les autres autour, ça suffit. Rappelez-vous quand Deschamps essaie d'en faire un ailier gauche, quel échec. Oh oui. Bah oui, parce que t'as Brandao dans ton équipe, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Gignac. Et du coup, alors comment on fait jouer Gignac et Brandao ensemble? On va mettre Brandao ailier gauche. Putain. C'est pas la meilleure idée du siècle. Il arrive et il dit que, en tout cas, pour lui, c'était une occasion de prouver à Dunga, qui était sélectionneur à l'époque, qu'il avait le niveau pour intégrer la sélection brésilienne. Donc c'est assez marrant de lire ça aussi. Très il est un peu serré là. Après, pour sa défense, à l'époque, rappelez-vous, regardez l'effectif du Brésil à la Coupe du Monde 2010. C'est pas... Bon, après, il était loin du niveau, mais c'est pas... C'est Luis Fabiano et Robinho qui étaient titulaires en sélection. Et Robinho, il était déjà à City, c'était déjà fini. Ouais, c'est pas... Pour n'importe qui quand même les deux. Pour conclure sur Brandao, c'est Gros Nono, un fidèle qu'on salue, qui est toujours présent, qui est très juste, qui nous dit au final, avec sa carrière, c'est devenu un genre mythique de la Ligue 1. C'est vrai qu'il a marqué son époque. La patate sur Thiago Motta aussi. Même Abacha, il est resté là-bas, il a réussi à rester. Et puis Saint-Etienne, il fait une saison à 11 buts. Et quand on parle de Monsieur Coupe de la Ligue, je crois qu'il fait partie de l'aventure de Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, bien sûr. Bien sûr qu'il la gagne. Et si Aubameyang qui fait une saison de fou, c'est parce qu'il a Brandao dans l'axe, qui prend les coups, il fait des espaces. Bien sûr, il a marqué son époque. Il a marqué son époque. Et Axel a raison, même pour le coup de tête de Motta, il est dedans. Et puis même pour son geste sur Motta avec Bastia, il mérite sa place dans les 30 Bien sûr. Et puis moi j'ai aimé. Comme un lâche, il met un coup de tête et il se barre. Il s'en bat les couilles. C'était incroyable. Allez revoir la vidéo. Allez les gars, on conclut pour cette émission avec la 21e place. Et là aussi, comme les précédents, là, on a tous été d'accord sur le fait de l'intégrer dans notre top. Idriss, tu l'as mis très haut, tu l'as mis 12e. Amaïs, tu l'as mis 17e. Merwan, 23e. Et moi, je l'ai mis 26e. C'est Daniel Van Buten. On parlait d'Nkoulou, mais là, en termes d'élégance en défense, on est pas mal aussi, les gars. Avec Van Buten, c'était aussi joli à voir. Ouais, mais peut-être pas autant que Nkoulou. Mais en fait, Van Buten... moi, je l'ai mis juste pour un truc. Vraiment, c'est surtout pour sa deuxième saison. Il arrive en 2001, on l'achète assez cher, il me semble. J'ai plus les chiffres exacts, mais je me rappelle que c'était un investissement assez conséquent en plus. Essaye de te retrouver ça. À l'époque, le Standard de Liège, c'était aussi sous la tutelle de Robert Louis Dreyfus, l'OM aussi. Donc, du coup, c'était un micmac assez particulier. La première 12 millions. Ouais, voilà, donc c'était cher quand même.
La première saison, ça va. D'ailleurs, je crois qu'il fait la Coupe du Monde 2002, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise. Oui, bien Mais sûr. par bien contre, sûr. la saison 2002-2003, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, le nombre de matchs où il a fini certaines rencontres attaquant, c'était incroyable. Il termine meilleur buteur de l'équipe cette année-là. Il met 8 buts en championnat, tellement l'équipe était bidon offensivement. C'était l'époque, justement, on avait Bakayoko, Chapuis, Lamine Sako, etc. Et c'était lui le sauveur. Je me rappelle qu'il y avait une période en hiver, je crois, entre décembre et février, où en 6-7 matchs, il met 4 buts, je crois, de tête contre Monaco, Bordeaux, etc. Genre le mec, on n'arrivait pas à marquer. Qu'est-ce qu'on fait Daniel, va devant en attaque, vu que tu fais 1m95 et essaye de marquer. Mais tu l'as plus jamais revu, ça. Et rien que pour ça, je l'ai mis dans mon classement. Il m'a trop marqué. Il te met 5 buts en 7 matchs là, entre décembre et février. Donc je crois que attends, j'ai ça sous les yeux. Le Havre, Bordeaux, Nice, Auxerre, Rennes, Lyon et Monaco, comme tu dis. Enfin, et tu regardes ses stats, mais c'est hallucinant. Oui, voilà, tu vois, c'était. C'est hallucinant. On parle d'un stopper, quoi, à la base. Et puis, On a Axel qui nous dit échanger avec Dami de Sommeil. Allez, merci pour tout, José. Et Samir, regarde le commentaire de Samir. Et Samir qu'on salue aussi, qui est un fidèle, qui nous dit Moulina aurait fait une vidéo incroyable sur son transfert. Sur oui, les qu'en deux 2001, sur les deux transferts. Ah ouais, non, parce que là, le transfert de Van Buiten pour 12 millions d'euros à l'OM, époque Robert Louis Dreyfus, là, je pense que ça aurait été quelque chose. Voilà, je suis pas fou. Donc j'ai bien fait de parler de Micmac, d'ailleurs, mot cher à Molina. C'est n'importe quoi. Il arrive du Standard qui est propriété de Dreyfus pour venir à l'OM, propriété de Dreyfus. Oui. Je pense qu'il y a eu des gros Micmac. Oui. Il n'y avait pas que lui, il y avait Joseph Yobo aussi. Il y avait Yobo, mais regardez tous les transferts de 2001 à 2004, et à peu près c'est là où il a commencé à se calmer. C'est qu'il n'y a que des transferts entre l'OM et le Standard de Liège, des prêts, des jeunes joueurs, c'est n'importe quoi. Et puis, mais n'oubliez pas, il est échangé, Axel a raison, contre David Sommeil. Et puis le prêt, parce que c'est pas des échanges, il est prêté à Manchester City. Puis en fait, on le récupère à l'été 2004 et du coup, on le revend à Hambourg pour 3,5 millions avec des pourcentages à la revente. Sauf que Hambourg le vend une bouchée de pain au Bayern et l'OM dit: ah, mais vous l'avez mal vendu. Mais niquez vos races. Niquez vos races. C'est n'importe quoi. Mais bon, moi je l'ai mis. Et ensuite, moi je l'ai mis très très haut. Légende du Bayern, on peut le dire. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il a fait quand même 8 ans au Bayern, 239 matchs. C'est quand même un des plus grands joueurs de l'histoire du club, alors que c'est le Bayern. Quoi. Très franchement, il a fallu. En marquant toujours. Il a fallu une grosse blessure pour l'éviter, pour causer une fin de carrière un peu tardive, et qui a ramené derrière l'arrivée de Dante au Bayern et qui les a aidés à gagner. Et 83 sélections en équipe de Belgique, donc ça situe quand même le personnage. Donc il est sans doute le meilleur joueur des années 2000. Parce que dans les années 2010, il y a la génération de l'OM. Dans les années 2000, il n'y a pas de joueur belge plus fort que lui. Mais sinon, Van Buiten, moi je l'ai mis très très haut parce que moi il est marquant très vite. Moi, très jeune, 8 ans, quand je le vois partir en janvier, je dis: mais pourquoi il est parti, Van Buiten? Du coup, j'ai un peu toujours 17 ans plus tard, en travers, quand je vois la photo de la finale de 2004, de voir, même si je les aime bien, Mdani, Meïté, Habib Bey dans l'axe, alors que bon. Tu te dis qu'avec Van Buiten contre Valence, ça aurait... Maïté que j'avais mis dans mon top 30. Ouais, bon. Maïté que j'avais mis dans mon top 30. Tu étais le seul. La partie sombre de l'émission. T'as mis Bakary Koné aussi dans ton top 30. Non. Tu l'as enlevé, mais tu l'avais mis de base. Je l'ai enlevé pour mettre Nicolas Nkoulou parce qu'il m'était complètement sorti de la tête. Après, voilà, moi je vous ai déjà dit, Meïté, Bakary Koné, moi c'était Meïté, c'est quand j'ai commencé à véritablement suivre l'OM. C'est ton côté foot. Et Bakary Koné, moi j'aimais bien sa petite dégaine avec sa petite coupe de cheveux, son défrisage raté là, son but contre Lyon. Ça m'a. Non mais moi je suis fan de Bakary Koné, mais après je peux pas le mettre dans sa top 30. Moi j'aime bien Bakary Koné aujourd'hui. D'accord. Je peux pas le mettre dans l'équipe 2003-2004 qui va placer encore 3 joueurs dans notre top 30 là sur les 20 premières places. 3 joueurs encore. On ne citera pas lesquels. Et oui, regarde bien le classe. Bon, il y en a 1, 2 dessus, et le troisième. Et oui, le troisième, c'est le 20e, comme on dira un jour dans notre émission. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs de cette époque-là. Les gars, quelque chose à rajouter sur Van Buiten avant qu'on referme pour ce soir? Je le répète encore. C'est bon pour moi. Moi, c'est bon pour moi. Ah oui, oui, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, je répète donc le début de ce classement donc, des 30 joueurs les plus marquants de l'OM au XXIe siècle. On a démarré avec 30e Rolando, 29e Laurent Bonnard, 28e Franck Leboeuf,
27e, Lucas Ocampos. 26e, Boubacar Camara. 25e, Cédric Carasso. 24e, Mika Pagis. 23e, Nicolas Nkoulou. 22e, Brandao. Et 21e, Daniel Van Buiten. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on fera la deuxième partie, parce que Restez là, ça prend connectés. temps. Voilà. Restez connectés. On fera de la place 20 à la place 11. Alors, il y a des joueurs assez récents, il y a des joueurs qui datent des débuts des années 2000. Ça va être aussi assez partagé. Là, ça va être Assez- la bagarre. Voilà, là, il commence à y avoir des gros noms. Là. Il commence à y avoir des gros noms avec des mecs peut-être qui auraient pu être un peu plus haut placés, d'autres qui sont peut-être trop haut placés, vous nous direz en tout cas. Et n'hésitez pas d'ailleurs là, à nous dire, à nous mentionner sur Twitter avec le arrobas passe ton ballon pour faire votre top 30 aussi. On les lira avec grand plaisir. Bah, écoute, là, j'ai mis le visuel qu'Amaïs a préparé pour ceux qui sont avec nous sur Twitch. Mais si, quand le visuel va sortir sur Twitter, je sens que nos mentions vont souffrir demain. Et Je suis en train de préparer justement. Voilà, donc voilà. Comment et tout ça, oh, on va rigoler. Ça va être... La deuxième ça va va être être très très drôle. suivie. Donc voilà, on vous prépare la deuxième d'ici la fin de l'année civile, je pense qu'on fera ça. Oui, hein. oui. Et après, on gardera le top 10 pour plus tard, mais je pense que là, on va l'avoir avant Noël. Là. Oui, tout à fait. Tout à Juste, fait. Mathieu, réflexe de Twitcher, parce que je te l'ai envoyé, mais t'en as rien à foutre. On remercie Krasnoir Rask 124, Jésus 13, Kendream 15 et Clemzer Hit pour leur follow sur Twitch. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ça me permet de passer un coucou à Cisco aussi, Idriss. Oui, Tu l'as eu récemment. Oui, c'est juste allez checker la web radio rk13.fr, c'est sur le site, il y a plein de petites émissions un peu indépendantes sur plein de sujets, ils font de très bonnes émissions cinéma et musique, notamment du coup l'émission musique, c'est un peu le domaine de prédilection de Cisco avec un ancien DJ du rap marseillais qui s'appelle DJ Soon, bon, qui est toujours DJ mais bon, qui produit un peu moins. Il raconte beaucoup d'anecdotes sur le rap des années 2000, fin des années 90. Ça s'appelle Get Busy. Il y a aussi le remix d'une émission à laquelle on a participé, les gars, Te Casse, Tout à fait. qui est l'émission de Cisco. Donc allez checker, c'est des bonnes petites émissions, elles durent rarement plus d'1 heure. Et c'est toujours très sympa, allez y faire un tour. Et allez donner de la force à RK13 qui est à l'origine de la naissance de Passe ton ballon. Ils sont sur le visuel du hors-ligne. Voilà. Si Passe ton ballon existe, c'est grâce aussi à Cisco et à RK13, donc on les salue et allez leur donner de la force. Voilà, tout à fait. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine, mardi encore, hein, puisque lundi on est appelé à nos obligations FSGT, messieurs. On a Donc, gagné mardi encore. prochain, Je sais que ça On a encore gagné hier. Allez On a nous encore suivre sur gagné. Instagram, @SouthLosers avec un S. South Losers, oui. Et on a gagné 4-3 hier et on est toujours leader de la poule. Voilà. On est deuxième, mais c'est pas grave. Deuxième à la différence de but, on s'en fout, on est leader. On se retrouve mardi prochain, les gars, et je pense qu'il y a une grosse émission parce on va évidemment longuement débriefer Lyon-OM. Le match, en tout cas pour moi, le match le plus énervant de la saison chaque année. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner encore. Toi, t'es très pote avec la communauté lyonnaise en plus de Twitter. Généralement, c'est Ouais, là où ouais, l'émotion souffre le plus. Donc, Ouais, c'est ça. Je suis bloqué par beaucoup de gens de la team OL, notamment Serious Charlie que je ne salue pas. Mais bon, voilà. ta gueule, je comptais l'inviter la semaine prochaine. Allez les gars, on se retrouve la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Les Salut. gars. Salut.